Bonjour à toutes et à tous. Donc, nouvelle conférence, la 7e depuis le début du mois de janvier pour cette session 2022. Et donc, nous avons le plaisir pour la 4e année consécutive d'accueillir Arnaud Bessa d'ETN à la Fédération française de volleyball, et donc qui va avoir le plaisir, comme chaque année, de nous expliquer son parcours et bien sûr son rôle et ses missions à travers la fédération. Donc Arnaud, un grand merci pour cette 4e présence, c'est toujours très fructueux et les étudiants sont très friands des apports que tu peux nous amener. Et donc, en conséquence, nous te remercions pour cette présence, cette nouvelle présence. Donc, on va commencer comme à l'habitude par une présentation qui t'est propre, puisque nous sommes d'abord mais pourquoi ai-je dit oui un jour à ces métiers en milieu sportif. Et pourquoi est-ce que je dis la même chose pour la 4e fois de suite en fait. Aussi, voilà. Bon, l'idée était surtout de nous permettre de poser des questions, et puis les 3 années précédentes, ça se termine souvent avec des remarques et des questions par rapport au fait que je vais vous montrer que même dans le sport de haut niveau, en fait, il y a tout un tas de possibilités d'évoluer qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine avec des chemins tout tracés. Et donc c'est pour ça que j'ai dit oui, c'est parce que je pense que le récit que je vais vous faire, non pas en parlant de moi, mais plutôt de mon environnement, vous permettra peut-être de vous dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles dans le milieu du sport. Donc vous avez la trame. Et puis on va essayer d'aller assez vite, donc, voilà. En sachant que chaque année quand même j'essaye d'adapter un petit peu le discours. L'année dernière on était en plein Covid, c'était une vraie galère parce que tout était à l'arrêt. Et que là on est quand même a priori plutôt sur la sortie du truc. Entre-temps, entre l'année dernière et cette année, on a été champion olympique pour la première fois de notre histoire au volleyball masculin. Ce qui n'est pas un petit événement. Qui n'est pas un petit événement pour nous, pour moi, pour tous les pratiquants du volleyball. On fait partie des 10 médailles d'or olympiques. Autant vous dire que ça change complètement quand on a l'habitude depuis des années d'être plutôt le vilain petit canard des sports collectifs. Donc ça change. Oui, puis une médaille acquise brillamment, avec toute une histoire aussi. Alors on va pas faire une tribune façon forum sportif, café des sports, mais bon, c'est vrai que simplement pour revenir dessus, il y a une chose que je retiens en fait essentiellement de cette médaille, c'est qu'en fait on a eu un coup de bol magistral avec un enchaînement de choses qui se sont passées. On est pratiquement éliminé à la sortie du tour préliminaire parce qu'on fait malheureusement des petites erreurs. Et on revient donc, on est pratiquement aux portes de l'élimination et finalement on termine sur la première marche du podium. Donc déjà ça, en termes de renversement de situation, c'est absolument extraordinaire parce que ça vous met les médias en projecteur sur vous. Le deuxième truc, c'est qu'on est l'une des dernières épreuves des Jeux Olympiques, parce que toutes les autres se sont finies, et que les sport co, ça dure les 15 jours, et que les finales masculines, c'est les dernières épreuves qui ont lieu le dimanche avant la cérémonie de clôture, et que du coup, comme en plus de ça, il y a une bonne dynamique avec les autres sport co qui étaient aussi en course pour l'or, il se trouve que le volley, non seulement a fait une médaille d'or olympique, mais en plus a fait la meilleure audience des Jeux Olympiques. Ouais, ce qui est vraiment, en France, je parle, en France. Puisqu'il y a une personne sur 7 qui a vu au moins un bout de la finale en direct, en France. Un Français sur 7 a vu un bout de notre finale en France. Donc ça nous a mis un coup de projecteur qui est absolument incroyable. Et en plein mois d'août en plus. En plein mois d'août, oui. Bon, après, ça c'est toujours le problème des JO. On dit toujours que c'est une référence, mais c'est vrai que ça tombe toujours pendant les vacances. Environ 2 fois sur 3, ça tombe pas forcément aux horaires auxquels on peut les regarder en Europe. Et là, c'est vrai, on a de la chance, la finale, elle est à 14h. 14h un dimanche. Et donc, c'est vrai qu'on a fait une audience incroyable. Et ça a tout changé, ça a tout changé pour nous depuis.
Donc j'essaierai, c'est ça que je vais essayer de vous faire... Chaque volleyeur et volleyeuse se souviendront de l'endroit où ils étaient le jour où l'équipe de France a joué sa finale des Jeux Olympiques, je pense. Oui, et puis il y a une notion de fierté. Hein. Je parlais de Vilain Petit Canard. Pendant très longtemps, dans le journal L'Équipe, il y a quelques temps, voilà, il y avait le foot qui occupe 90% des pages du journal, et puis il y a les 10% pour le reste, on va dire. Et puis même nous, dans le reste, on avait le reste du reste, c'était les miettes. Voilà, et ça a changé. Bah, tant mieux. Ça a changé. Alors ça s'était déjà inversé depuis quelques années parce que on est un sport qui a quand même des atouts, et ça on va en discuter un petit peu après. Ouais. D'ailleurs tu peux enchaîner. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que donc on a eu nous ce coup d'éclairage depuis l'année dernière qui a tout changé. Et puis bon là alors pour l'instant c'est un épiphénomène. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Le fait qu'il y ait la guerre à l'heure actuelle. Avec un pays qui est la Russie, qui est une très grosse nation de volleyball, parce que c'est un des pays qui a le plus gros palmarès de tous les temps, en volley masculin comme en volley féminin. Et c'est vrai que le fait que déjà depuis quelques compétitions, on ne joue plus contre la Russie, mais contre le comité olympique, puisque la Russie est officiellement punie, et que là maintenant même les athlètes ne pourront plus participer aux compétitions. Donc nous par exemple, quand on sait que cette fameuse finale c'est contre les Russes, nous, ça nous fait un adversaire de moins sur la route des podiums. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous, même si par ailleurs, à titre personnel, on peut regretter que les athlètes soient au milieu du truc, parce que alors, je lis un bouquin dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, parce qu'il va influencer certaines de mes missions, mais il faut bien comprendre que le sport fait partie à l'échelle internationale et mondiale de ce qu'on appelle le soft power. Qu'est-ce que le soft power ? Le hard power, c'est ce qui se passe quand Poutine envoie des bombes sur l'Ukraine. Le soft power, c'est toutes les manières qu'a un pays d'avoir une influence à l'échelle internationale par des manières douces. Et dans ce bouquin, là, que je vais vous présenter tout de suite, et je vais vous dire après ça de quoi il s'agit, dans ce bouquin-là, ils expliquent que le soft power, en fait, il est constitué par la culture d'un pays, par le sport, par l'éducation, et puis éventuellement par quelques particularismes, on va dire. Oui. Je peux poser une question ? Oui. Oui, mais vous m'interrompez à tout moment, vous n'hésitez pas. Qu'on sache qui tu es, très rapidement. Bonjour, moi c'est Hugo Jardin, ma spécialité c'est le tennis. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, donc pour vous, le sport aujourd'hui est politisé ? Alors, politisé, est-ce que je suis en accord avec ce mot ? Peut-être pas complètement. Instrumentalisé, parfois, oui. Oui, dans le sens où effectivement c'est un élément du soft power, et le rayonnement d'un pays par le sport, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment pour les Russes par exemple, qui ont tellement à cœur de vouloir faire rayonner leur pays au travers du sport, que s'ils ont été exclus, c'est pour une histoire de dopage généralisé, de dopage d'État. Donc effectivement, oui, on comprend au travers de la Russie que le sport est important, mais ce n'est pas le seul pays. Il y aura dans quelques mois la Coupe du Monde au Qatar, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard. On ne peut que remarquer, on peut être d'accord ou pas, peu importe, ce n'est pas l'objet du débat. En plus de ça, je suis fonctionnaire, on est en période préélectorale, il va falloir quand même que je fasse très attention à mon devoir de réserve. Voilà. Donc je vais vous expliquer les choses, mais sans jamais prendre part, parce que j'en ai l'interdiction. Il n'empêche que quand un pays microscopique, puisque le Qatar c'est la taille de la Corse, donc en termes de superficie par rapport à la Russie par exemple, il n'y a pas photo, quand un pays microscopique décide pour se faire connaître de passer par le biais du sport, puisque c'est leur outil de communication principal, le sport qui a été décrété par l'ancien émir comme étant une manière plus facile de se faire entendre à l'échelle internationale qu'à l'ONU, effectivement, c'est intéressant de se dire le sport, c'est pas quelque chose qui est anodin. Après ça, quelle est la place du sport dans le soft power, dans l'identité et l'image d'un pays ? Ça, après ça, il y a tout un tas de nuances et de variations d'un pays à un autre. Mais c'est certain que la part du PIB du sport dans le Qatar est très importante par rapport à d'autres pays. Quand nous, en France, on plafonne à 0,5 à 1%.
et c'est en augmentation, heureusement, mais que par exemple le budget du sport en France est 10 fois inférieur à celui de la culture, qui est déjà pas très très élevé. Donc ça vous donne un petit peu aussi l'intérêt, l'interaction qu'il peut y avoir entre le sport et les autres sphères. Souvent le sport est un outil au service d'une cause plus grande, plus importante. Ça, là, je vais pas hésiter à dire que je trouve qu'il y a une instrumentalisation. Souvent, le sport est quelque chose qui est au service de la société, au service d'un message, de quelque chose comme ça. C'est jamais le sport en lui-même. On est toujours regroupé soit dans des ministères sociaux, soit dans des ministères éducatifs, soit dans des ministères d'autres, les plus gros ministères. Oui. Mais c'est vrai que le sport en tant qu'outil principal, en tant qu'outil qui se suffit à lui-même, on n'y est pas en France, très clairement. Alors ça a un petit peu changé avec la création de l'Agence nationale du sport, qui en fait regroupe les acteurs privés et les acteurs publics. Alors je ne vais pas faire trop de technocratie. Mais bon, en gros, c'est vrai qu'avant, il y avait un petit peu le sport privé, et puis le sport dit public, le sport des fédérations qui se regardaient un petit peu de chaque côté. Et là, c'est vrai qu'avec l'Agence nationale du sport, les choses ont un petit peu évolué quand même, il faut le dire. Et là, il y a beaucoup plus d'interaction entre privé et public, et le sport est en train de sortir un petit peu de cette... pas de cette domination, mais de cette manière d'être encarté dans des causes soi-disant plus grandes. Maintenant, le sport, c'est vrai qu'on est présent dans tous les domaines de la société. On est présent à l'école, on est présent à l'entreprise, on est présent dans la vie des Français plus ou moins. Voilà, quand il y a des problèmes de santé et d'obésité, faut faire plus de sport. Quand il y a des problèmes dans les quartiers, faut faire plus de sport. Quand il y a des problèmes de mixité, faut faire plus de sport. Et c'est souvent comme ça qu'on comprend le sport. Ça, c'est un petit peu regrettable, parce que le sport, il a toutes ses composantes, mais il n'a pas besoin d'être au service d'eux. Il faudrait plutôt renforcer la pratique sportive en général, qu'elle soit compétitive, qu'elle soit ludique, qu'elle soit éducative, peu importe. Il faudrait renforcer ça avec une image peut-être plus importante. Encore aujourd'hui, être entraîneur de volley-ball pour je ne sais pas combien de Français sur 10, c'est pas un métier. Ben si, c'est un métier. C'est même un métier qui est difficile parce que le milieu est compliqué. Alors justement, dans ce sens-là, on a accueilli un entraîneur professionnel de volley-ball, l'entraîneur actuel de la SPTT Caen, Dominique, qui nous a expliqué son parcours, justement, toute cette professionnalisation autour du métier d'entraîneur de volley. Voilà. Aujourd'hui, être entraîneur de volley, donc vous avez un mec comme Dominique qui se partage entre une activité professionnelle en club et puis une équipe nationale paralympique. C'est quelqu'un qui ne roule pas sur l'or. Et pour beaucoup, il a bien expliqué qu'économiquement parlant, et pour beaucoup, voilà, être entraîneur de volley assis, mais tu arrives à en vivre, difficilement. Et c'est vrai que tout ça contribue au fait que, encore aujourd'hui, être en France, être entraîneur de sport, encore plus quand c'est confidentiel, c'est pas forcément perçu comme étant un vrai métier. Pourtant, je vais essayer quand même de vous démontrer toutes les facettes du métier. On va passer sur les rôles et les missions, donc vas-y, enchaîne. Voilà. Donc, donc tu es fonctionnaire de l'État. Alors, je ne suis pas DTN, contrairement à ce que tu as dit. Ah, pardon, autant pour moi. CTN. CTN, oui, parce que... Donc, je fais partie des 2000 et quelques agents de l'État, du ministère des Sports. Alors, je mets un ministère original et en danger permanent, parce que justement, on est un peu toujours... des fois, on a notre existence propre, des fois, on passe aux ministères sociaux. Là, maintenant, on est à l'éducation nationale. Enfin, on revient à l'éducation nationale. Donc on est une espèce de sous-division autonome du ministère des Sports. Voilà, c'est un petit peu notre place. Mais on est un tout petit ministère, on est le plus petit ministère. En plus de ça, on est un ministère qui a une particularité. Il est pratiquement constitué que de cadres de catégorie A, contrairement aux autres ministères qui ont des catégories B et C. Alors ça, c'est très technocratique, mais en fait, les cadres A sont des gens qui sont chargés de réfléchir, proposer, concevoir, par rapport à des catégories B ou C qui sont plutôt des exécutants, qui n'ont pas forcément droit de décision, on va dire. C'est un petit peu caricatural, mais je vous la fais vite, parce que je sais qu'on a tendance à... Voilà. Donc là, tu peux faire traîner. Mais par contre, effectivement, ce panorama est important
pour bien situer Et comment puis alors, tu je vais te vous situes. faire une mise à jour du coup, parce qu'on a des chiffres assez frais là qui datent d'il y a une semaine. D'accord. Donc on a perdu des clubs, on n'est plus à 1500 clubs, on est entre 1200 et 1300 clubs. Donc ça c'est l'effet Covid. Il y a des petites structures qui n'ont pas tenu pendant tous les mois d'arrêt. On a perdu quand même massivement des entraîneurs en fait. Il y a des gens qui avaient fait de l'entraînement comme Dominique, leur sacerdoce. Donc c'est des gens, ils se lèvent, ils pensent volley, ils mangent volley, ils dorment volley, le volley est leur vie. Et donc pendant le Covid, leur vie s'est arrêtée. Et puis là, ils ont découvert tout un tas de choses en termes d'activités, de loisirs. Ils ont découvert une autre manière de vivre, un autre cadre de vie qui n'est pas forcément celui où on passe du temps que sur les terrains. On peut aussi être en famille, on peut avoir un chien parce que du coup on est là. On peut aller se promener dès qu'on en a la possibilité, puis on découvre qu'il y a plein de choses à faire. Et donc nous, en fait, on a perdu plein d'encadrants, des dirigeants, des encadrants, donc on a perdu des clubs. Et ça, c'est notre problème. Je ne sais pas en plus si on va pouvoir reconstruire ces clubs-là. Par contre, ça va pas tellement changer. Couverture du territoire homogène, c'est l'endroit où tout commence et tout finit, le club. On a des clubs de volley-ball à peu près partout sur le territoire, métropolitain, ultramarin, les outre-mer. Et on l'a en plus de ça avec une répartition des pratiquants qui est à peu près homogène avec la population française. On n'a pas de fief, par exemple, comme le sud-ouest pour le rugby, où tout est concentré là, et puis le reste de la France, il y a beaucoup moins. Nous, on est répartis à peu près pareil partout, ce qui correspond à notre histoire, puisqu'on est un sport surtout de profs de PS. On a énormément de profs de PS qui sont enseignants et entraîneurs en club. Et du coup, les profs de PS étant un petit peu partout, et puis le volley était au top niveau des programmes de PS pendant des années. Et donc, du coup, tout ça, ça a contribué à diffuser le volley sur tout le territoire. Alors, on n'est plus à 140 licenciés. Donc ça, c'était 140 licenciés au total. Alors, le CNOSF, qui est le mouvement qui fédère toutes les fédérations, c'est la fédération des fédérations, vient de sortir son livre blanc pour le programme de sport présidentiel. Alors, je ne sais plus si c'est moins 13 ou moins 17%, enfin c'est dans ces eaux-là, de perte de licenciés pendant le Covid, tout sport confondu. Oui, quand même. Donc il y a eu une perte de licenciés assez conséquente quand même. Paradoxalement, il y a une augmentation a priori de la reprise dans les clubs de fitness. D'accord. Donc il y a eu un peu un transfert entre l'activité fédérée au sein d'une structure associative vers une pratique plus individuelle et consumériste. C'est pas du tout péjoratif. C'est très bien qu'il y ait des gens qui continuent de faire du sport autrement. Ça montre simplement que ça se déplace. Ça se détruit pas, ça se crée pas, ça se déplace. Et par contre, nous, on est à plus 30%. Donc ça, c'est l'effet JO. Et très clairement, on a une combinaison alors assez incroyable entre le fait que des gens ont découvert le volley parce qu'ils étaient coincés pendant le Covid alors qu'ils ne l'auraient pas regardé d'habitude, plus on fait une médaille, plus on a une bonne image parce qu'effectivement les gens se sont rendus compte par le biais du prisme des JO que le volley c'était assez spectaculaire, que c'était, voilà, on est en intérieur, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problème particulier, donc du coup les gens s'y sont mis, et en plus de ça il y a un manga sur le volley qui tourne, qui fait aussi un carton auprès des plus jeunes. Et donc nous, au lieu de prendre moins 17%, on prend plus 30%. Ce qui fait qu'a priori, aujourd'hui, on est à 120 000 licenciés payants, plus environ 30 à 40 000 licenciés ponctuels, parce qu'on a des licences à la journée, comme toutes les fédérations d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent sur des événements. Et donc on n'est plus à 140, on est aux environs de 160. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Les plus 30% se situant surtout sur les licences payantes. On n'est pas à plus 30% au total, mais sur les licences payantes, ce qui est le plus important, parce que c'est nos moyens. Bien sûr. Et puis c'est là où on peut fidéliser les gens dans les clubs. D'accord. Donc voilà, ça vous donne un petit peu là, le panorama. il y a vraiment eu un effet JO qui est intervenu sur la pratique. En fait, chaque fois qu'il y a des JO d'été, parce que les JO d'hiver n'ont pas le même impact, en tout cas pas pour nous et pas pour l'instant, et chaque fois qu'il y a des JO, en fait, à la rentrée sportive, il y a toujours entre 3 et 5% de licenciés en plus les années olympiques, tout sport confondu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui regardent les JO en famille peut-être, avec des gamins qui découvrent des sports qu'ils ne connaissaient pas, et du coup, il y a une petite augmentation, une petite vague supplémentaire tous les 4 ans qui apparaît.
même quand on n'y est pas, parce que là on est médaille d'or, mais bon, par exemple en 2012 on n'y était pas. Et pourtant, même quand on n'y est pas, nous en 2012 on enregistre la petite vague supplémentaire, parce que même si l'équipe de France n'y est pas, il y avait quand même du volley au JO, et il y a des gens qui le découvrent, donc qui ont envie de démarrer. Donc il y a toujours cette petite vague qui arrive. Bon là pour nous c'est tellement une grosse vague qui arrive, que pour la première fois, on s'est retrouvé dans une situation un peu catastrophique par endroit, de ne pas pouvoir accueillir des gens qui voulaient jouer dans nos clubs, parce que les clubs étaient pleins. Et c'est là où on se rend compte, j'ai envie de dire malheureusement, que dans certains clubs, on se laissait vivre. Voilà, donc ça j'espère que c'est bien enregistré et puis qu'on le diffusera assez large. On s'est laissé vivre, on n'a pas forcément formé les entraîneurs pour l'afflux, pour se préparer pour un afflux massif de licenciés. Et moi, ma crainte, c'est que les 30%, il en reste qu'une portion congrue d'ici 1 ou 2 ans. Si les gens qui sont arrivés dans les clubs n'y ont pas trouvé la qualité et l'animation qu'ils souhaitaient. Bien sûr. Mais je dis ça d'autant plus comment dire, sereinement que ça nous est déjà arrivé. Voilà. Avec Jeanne et Serge dans les années 90. Alors, je ne sais pas si vos générations connaissent un petit peu le dessin animé ou pas. Mais on a eu le même type de phénomène il y a 30 ans, avec un afflux massif de licenciés, où on a doublé l'espace de 2 à 3 années, et puis on est retombé sur nos 100 000 licenciés habituels. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu toute ce tsunami, c'est même plus une vague à 100%. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait eu Jeanne et Serge, puis il y avait aussi la Coupe du Monde de volley en France. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'il y a eu une grosse vague qui est arrivée, et en fait, 5 à 10 ans après, il n'en reste rien de cette vague. Là, pour le coup, elle est vraiment passée, et puis on la voit au loin, c'est terminé. Donc là, moi, ma crainte, c'est qu'il se passe ça aujourd'hui, très clairement. C'est d'ailleurs pour ça que la fédération a lancé un grand plan de professionnalisation, un plan qui a un petit peu fait le bonheur et le succès du handball, qui était au même niveau que le volley justement dans les années 90, et qui nous a littéralement explosé par la suite, puisqu'ils sont passés à 500 000 de licenciés, quand nous on était toujours à 100 000. Donc ils se sont inspirés de nous, et puis ils nous ont doublé, mais d'une force que vous imaginez même pas. Avec des résultats internationaux, aussi bien masculins que féminins. Alors ils ont fait des résultats dans un environnement qui n'est pas la concurrence du volleyball, très clairement. Donc là, je vais pas m'apesantir dessus, mais nous, on est le 3e sport le plus pratiqué du monde. Parce qu'il y a énormément de volley en Asie. C'est un sport qui est pratiqué autant par les femmes que par les hommes, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la plupart des autres sports co. Donc nous, on est l'un des poids lourds mondiaux, et la fraction de licenciés qui pratiquent le sport en France n'est pas représentative de la concurrence du volleyball mondial. On est aussi le sport qui a le plus grand nombre de fédérations affiliées. Il y a plus de pays qui jouent au volley que de pays qui jouent au football, pour vous donner une idée. Donc on a une concurrence internationale qui est monstrueuse, qui renforce encore le fait qu'on fasse une médaille d'or olympique. Et d'ailleurs, tout un tas de nations qui nous ont dit « Mais comment vous avez fait avec seulement 100 000 licenciés pour battre toutes les grandes nations, toutes les grandes nations, tous les poids lourds démographiques ?» Puis quel parcours sur le parcours éliminatoire, quoi. Oui, on va pas revenir. Non. Mais... Attention au café des sports, monsieur Sellos. Non, mais n'empêche qu'il faut quand même remarquer qu'il s'agit des grandes nations du volley qui ont jonché le parcours. Donc c'est simplement pour rebondir et sans faire de café des sports sur ce que tu dis. Complètement, c'est littéralement un hold-up. Mais n'empêche que c'est nous qui avons cassé la banque. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le panorama de l'environnement. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à déraper un peu sur la durée sur cette partie-là. Et là, je voudrais vous parler d'autres trucs. Donc, je vais juste revenir pour finir la slide là, donc sur le bouquin. C'est un bouquin que j'ai découvert il y a quelques semaines seulement. Le rapport de la CIA. Alors en fait, il est intéressant parce que c'est un bouquin de prospective. Tous les 4 ans, c'est marrant, c'est le même rythme que les Jeux Olympiques, c'est un hasard. Tous les 4 ans, en fait, les têtes pensantes de la CIA, donc je ne fais pas de politique, en plus de ça, c'est pas du tout un bouquin politique, mais les gens les plus, les plus observateurs, les mieux informés de ce pays que sont les États-Unis, font une projection à plus de 20 ans. De qu'est-ce qui peut se passer dans les 20 années qui arrivent. Et ce bouquin, donc, termine sur le bureau du président des États-Unis. Je ne sais pas s'ils le lisent tous, des fois je me demande, mais bon, bref.
J'ai dit que je faisais pas de politique. Voilà, donc N'empêche que ça sera coupé. le bouquin termine dessus et c'est normalement censé aider le dirigeant d'une des plus grandes puissances de la planète à prendre des directions en fonction de tout ce qui va évoluer. Et ce bouquin est intéressant parce qu'en fait, il montre les évolutions de la société. Donc là, pendant la campagne, on entend parler, nous, d'ensauvagement et de trucs, de problèmes de ce type-là, de sociétés de plus en plus violentes. Ce bouquin dit clairement qu'en fait, alors c'est très bien expliqué, vraiment je vous le conseille, hein, n'hésitez pas à venir prendre les références, ça se lit très vite. Ce bouquin par exemple explique que la fragmentation qu'on vit nous en France et à peu près tous les pays vivent, qu'ils soient dans des démocraties ou dans des dictatures ou des autocraties, cette fragmentation va se poursuivre. Elle va se poursuivre et ils expliquent pourquoi, c'est assez bien fait je trouve, on comprend assez facilement. Donc pour nous par exemple, ça donne une indication quand même. Cette violence dans la société, ça veut dire que probablement le sport a un rôle à jouer parce que dans le sport, qu'est-ce qui se passe? On met des gens issus de toutes les catégories sociales dans un même lieu et ils doivent respecter des règles du jeu pour arriver à jouer. Et ça, par exemple, ils expliquent aussi dedans qu'il y a un certain nombre de personnes dans les sociétés modernes, ils sont en train de sortir pour tout un tas de raisons de cette capacité de vivre ensemble autour de règles communes. Donc nous, par exemple, c'est intéressant parce que ça donne, d'ailleurs, il parle du sport à plusieurs reprises dedans, ça donne une indication sur le fait que le sport a vraiment un rôle à jouer pour la cohésion sociale de nos sociétés. Qu'elles soient occidentales, asiatiques, qu'elles soient modernes ou un petit peu conservatrices, peu importe, le sport a un rôle à jouer. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a tout un tas de choses aussi sur la démographie, par exemple, qui nous montre que pour nous, dans les années à venir, aujourd'hui, le volet, dans les grandes lignes, c'est beaucoup l'Europe, plus quelques superpuissances démographiques, type États-Unis, type Brésil, type Japon, Chine, bien sûr. Et là, quand on lit ce bouquin-là, on se dit que ça pourrait bouger et que peut-être aujourd'hui, le meilleur volley mondial se pratique en Europe. On a la Ligue des champions européenne, c'est la NBA du volleyball, avec plusieurs pays européens qui sont très forts. Et quand on lit le bouquin, on se dit, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans 20 ans, peut-être la Ligue des champions elle est plutôt sur le continent asiatique. Et puis peut-être que les équipes qui aujourd'hui ne performent pas beaucoup au niveau international, elles se situent en Afrique. Parce que la démographie, les moyens économiques, l'éducation me font penser, quand je lis ça, que peut-être, effectivement, les forces en présence vont complètement évoluer. Et ça nous interpelle parce que quand on travaille pour faire des champions olympiques, pour être champion olympique en 2021, c'est une réflexion qui a lieu 20 ans avant. Parce qu'il faut à peu près 10 ans pour former un joueur de volleyball, et puis il faut encore une dizaine d'années pour qu'il arrive au sommet de son art et qu'il performe. Donc en fait, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui en 2022, c'est pas pour les Jeux de 2024. 2024, c'est plié. On va avoir peut-être 1 ou 2 nouveaux joueurs qui vont rentrer en remplacement de 1 ou 2 joueurs qui vont partir en retraite, mais c'est déjà plié. Par contre, les Jeux Olympiques de 2028 et encore plus ceux de 2032, les décisions elles se prennent maintenant. Et là, notre génération qui est championne olympique, par exemple, c'est pas anodin parce que on a une compétition nationale de M15 qui s'appelle les Volleyades, où on réunit les meilleurs éléments, les potentiels les plus intéressants de toute la France sur une compétition de 15 ans et moins. Et en fait, cette génération-là, c'est la première génération qui a profité de cette compétition qui n'existait pas avant. Et en fait, quand on regarde, ces gamins, quand ils avaient 15 ans, ils ont fait cette compétition, ce qui leur a donné une première expérience des grands rendez-vous. Après, quand ils ont été cadets juniors, c'est aussi une génération qui a décroché de l'or en cadets juniors. Qu'en fait, c'est des gens, depuis qu'ils ont 15 ans, ils sont habitués à supporter une pression énorme et à gagner. Parce qu'il faut apprendre à perdre, mais il faut aussi apprendre à gagner. Et c'est pas facile. Et là, cette génération-là, en fait, quand on regarde son parcours, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a quand même des éléments remarquables qui font que par rapport aux générations précédentes, dont certains joueurs étaient aussi très talentueux, mais qui n'ont pas gagné, et pas autant gagné en plus de ça, il y a des choses qui leur ont manqué aux générations précédentes dans leur formation, au cours de leur parcours. Donc, vous voyez, c'est très important, donc c'est pour ça que je vous engage à avoir des réflexions prospectives
et à relever le nez du guidon en ne regardant pas les 1 ou 2 années qui arrivent, mais en regardant dans les 10 à 20 ans qui arrivent ce qui va se passer, parce que tout change en permanence. Et ça, c'est vraiment important. Et sans faire du café du commerce, café des sports, ou du commerce. Peut-être, oui, voilà. Comment dire, les joueurs aussi se sont exportés à un moment donné. Alors les anciennes générations s'exportaient vers l'Italie, à l'époque où l'Italie était la NBA du volleyball. C'est ça. Parce qu'à cette époque-là, tout était concentré en Italie. Il y avait l'Italie qui gagnait tout et le reste du monde, très clairement. Et tous les joueurs de tous les continents, les meilleurs joueurs, ils étaient concentrés en Italie. L'Italie n'a plus ce rôle-là. L'Italie est devenue un bon championnat parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est plutôt un peu la Pologne, mais une partie seulement, pour les garçons. Les filles, maintenant, c'est un peu l'Italie, mais c'est aussi beaucoup la Turquie, qui a massivement investi dans le volleyball féminin et qui cartonne et qui écrase tout le monde au niveau des clubs, en tout cas. Donc, la Russie aussi. Donc la Russie fonctionne un peu sur son vivier, c'est un peu compliqué là, la Russie. Ils importaient toujours 1 ou 2 joueurs, ils ont un championnat beaucoup plus protégé, beaucoup plus fermé que les autres nations. Maintenant, oui, bien sûr, ça rentre en considération. Bien sûr. Mais bon, voilà, tout ça est en mouvement et le but, c'est d'arriver à voir comment vont évoluer les choses pour les anticiper. Et là, effectivement, oui, on a une grande partie des joueurs de l'équipe de France, même si certains reviennent en France plutôt sur la fin de la carrière, mais on a la quasi-totalité des joueurs d'équipe de France qui sont partis jouer à l'étranger parce qu'ils gagnaient plus d'argent que dans les clubs français, parce que le niveau de jeu était plus élevé, et parce que du coup aussi ça draine les meilleurs entraîneurs. Enfin, c'est tout un cercle vertueux qui s'engage quand on arrive à avoir des championnats attrayants, et c'est le cas aujourd'hui de la Pologne pour les garçons et de la Turquie pour les filles, par exemple. Intéressant, très bien. On enchaîne ? Oui, hop. Alors, les fameux agents du ministère des Sports. Donc, conseiller technique sportif. Donc ça, c'est notre dénomination. Conseiller technique. Oui, la DTN, c'était avant. La DTN, c'est le directeur des conseillers. Ça existe toujours. Oui, c'est le directeur des conseillers. Donc, conseiller technique, en fait, il y a un truc qui est très important de noter, c'est le C de conseiller. Pour conseiller, ça suppose justement de s'informer, ça suppose de collecter des informations pour produire les bons conseils aux décideurs. Ça veut dire que je ne suis pas un décideur en moi-même. Par contre, les décideurs vont me consulter sur tout un tas de choses. Et je ne vais pas leur dire ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Il va falloir que ce que je leur explique, ce soit raisonné, cohérent et argumenté. De la même manière que les ministres ont des cabinets qui sont pourvus de conseillers, nous, on est un petit peu les conseillers des dirigeants du volleyball. Donc on conseille le conseil d'administration de la fédération au niveau national. Moi, je suis implanté en Normandie, alors un petit peu moins maintenant, mais je conseille aussi la présidente de la Ligue de Normandie. Quand elle a une idée ou quand quelqu'un a une idée, elle me demande mon avis. Si j'ai un avis déjà argumenté, je lui donne. Si je ne l'ai pas, je vais me renseigner, je vais analyser, je vais comparer, je vais questionner pour pouvoir lui fournir une information fiable. C'est ça qui est important. Donc on est un ministère constitué, voilà, c'était pas loin, constitué de conseillers, c'est ça. On va y arriver. De conseillers et de entraîneurs nationaux. Donc ça, c'est pour la haute performance. Donc on parle des équipes de France, la formation des joueurs, des CTN et des entraîneurs nationaux qui entraînent. Donc ces gens-là vraiment entraînent. Ils entraînent tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est le cœur de leur métier. C'est des Raymond Domenech, c'est des Laurent Tilly. Maintenant, on va le dire au même niveau, finalement, il n'y a pas de raison, on ne va pas se priver. Voilà, c'est des gens qui sont au départ souvent des joueurs ou des joueuses, qui basculent du côté de l'entraînement une fois la carrière sportive finie. Ils deviennent souvent donc salariés de clubs, professionnels de clubs. Et puis, les meilleurs d'entre eux se voient proposer après régulièrement des postes internationaux, notamment d'entraîneurs de l'équipe de France. Ensuite, vous avez des conseillers techniques nationaux qui sont plutôt sur la structuration. Donc moi, c'est ma catégorie ici. Il n'y a pas de hiérarchie, on est un peu tous sur le même niveau, c'est juste qu'on ne fait pas la même chose. Sur de la structuration, formation des entraîneurs, développement des pratiques, de la recherche, de la conduite de projet, de la conduite de la politique sportive nationale. Donc ça, c'est vraiment le C du conseiller et des dirigeants.
Ensuite, vous avez des CTS, des conseillers techniques régionaux, qui sont sur le développement, donc plutôt dans les territoires, dans les régions, qui font aussi de la formation de joueurs et de la formation d'entraîneurs. Ce n'est pas forcément les mêmes diplômes, mais de toute façon, il y a des cheminements et des parcours qui se créent et qui conduisent la politique régionale. Donc là, par exemple, la Normandie est en train de réfléchir, parce qu'il va y avoir au centre sportif de Normandie une structure beach qui arrive, un petit peu beaucoup construite sur ma demande. Et là, du coup, aujourd'hui, la Ligue de Normandie de volley se demande, est-ce qu'on met un pôle espoir, donc avec la détection de gamins talentueux les plus jeunes, et puis cette structure deviendra vraiment la structure d'entraînement permanente de beach volley de la partie nord de la France, ou est-ce qu'on fait un club de beach permanent qui n'existe pas, ou est-ce qu'on fait encore autre chose, par exemple des tournois massifs? Car c'est une question qu'on pourrait vous poser. Est-ce que vous aimeriez faire des tournois de beach à Houlgate de temps en temps? Par exemple, 2-3 fois par an. Vous voyez, c'est des questions. Et ça c'est une question que je vous poserai plus sérieusement à la fin, parce que ça m'intéresse. On la pose régulièrement aux gens qu'on voit. Et puis, certains d'entre vous étaient peut-être à Houlgate, d'ailleurs, déjà il y a quelques semaines, là, quelques mois. Voilà, donc on se pose la question de savoir, cette structure-là, quels sont les effets les plus bénéfiques qu'il puisse y avoir pour le territoire et puis pour le pays. Et vous avez aussi toutes les fonctions régaliennes. Alors là, du coup, je vais revenir un petit peu sur ta question aussi, parce que le sport est-il instrumentalisé à une époque où les moyens manquent. Les moyens manquent partout. On entend partout, il manque de l'argent. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que ça t'explique que tout le monde dit ça partout dans le monde. Il manque de l'argent. Et en fait, c'est normal, parce que dans ce bouquin aussi, il t'explique que plus les sociétés se structurent, plus le public, c'est-à-dire nous, les citoyens, nous avons des attentes vis-à-vis de nos gouvernements, des attentes de sécurité, de confort, d'éducation. Donc plus on est structuré, plus on a des attentes, et en fait, il n'y a pas plus d'argent, paradoxalement, au fur et à mesure. Et donc en fait, c'est pour ça que les tensions se créent. Et donc, dans ces temps où il manque de l'argent, il y a beaucoup de gens, par rapport à la place du sport en France, il y en a qui disent que ça devrait être du régalien. Des fonctions régaliennes, c'est celles qui disent c'est les prérogatives de l'État. Donc par exemple, c'est plutôt les contrôles que les entraîneurs ont bien leur carte d'entraîneur, c'est la lutte et la prévention contre les violences sexuelles, ça va être le dopage, la délivrance des diplômes, enfin vraiment ce que l'État doit faire. Et moi, techniquement, dans les missions que je vais vous présenter juste après, je ne suis pas du tout dans le régalien. C'est-à-dire que si demain, vraiment, on manquait beaucoup d'argent et qu'il y a une lumière quelque part dans un cabinet ministériel qui s'allume pour dire « Oh, mais au fait, le ministère des Sports, ils sont tout petits, ils sont que 2000, on pourrait les faire sauter vite fait, ça ferait quelques économies. » Peut-être je saute. Car oui, quand on est fonctionnaire, on n'a pas une garantie complète. On a une garantie de rémunération, mais on n'a pas une garantie d'emploi. Et on pourrait me dire, à un moment donné, tu vas aller faire, j'en sais rien, alors je ne vais pas donner d'exemple parce que ce serait péjoratif, mais un truc qui n'a rien à voir avec mon métier. Et puis si je refuse une fois, 2 fois, 3 fois, au revoir, terminé. Non, la fonction publique, on ne fait pas ce qu'on veut, et c'est pas, croyez-moi, c'est pas parce qu'on a une garantie de rémunération chaque mois que forcément la vie est belle. Il y a des centaines de milliers de fonctionnaires qui font des jobs qui ne leur plaisent pas et qui s'en contentent parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose et qu'effectivement la rémunération est garantie. Si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein, je vois des réactions par rapport à ça. Non. Il y a souvent un discours comme quoi les fonctionnaires sont des nantis, des trucs comme ça. La réalité, c'est que si je travaillais dans le privé à faire les missions que je fais, je gagnerais entre 4 à 6 fois plus. Par contre, ce qui m'intéresse quand je suis ici, c'est que par rapport au secteur privé, si je veux monter un projet sur 10 ans, je peux. Je peux parce que justement, en étant fonctionnaire et pas facilement virable, j'ai le temps, au-delà des mandats électoraux, au-delà des mandats présidentiels, que ce soit celui du président de la République ou celui du président de ma fédération, j'ai le temps de monter des projets longs. Et ça, si je suis dans le privé, je peux vous dire, on n'a pas le temps. Il faut que ça aille plus vite, c'est souvent plus éphémère, moins solide. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée sur laquelle je peux le faire. Tu peux lancer tes projets. Voilà. Puis après ça, je ne suis pas forcément attiré par l'argent comme motivation. Je pense que quand on a la chance de porter le maillot de l'équipe de France, quand on a la chance de distribuer du bonheur et du plaisir à tout un tas de licenciés, l'argent c'est bien, mais ça ne fait pas tout non plus.
Allez, vas-y, enchaîne. Alors, tes missions Mes missions à moi. Alors, ça a un petit peu évolué en proportion. depuis l'année dernière? Dans le sens où je ne fais quasiment plus de formation de joueurs et d'entraîneurs. Voilà, parce que j'ai passé ça à quelqu'un d'autre et que c'est important, je pense que c'est important de savoir se réinventer. Moi, faire la même chose, là c'est pareil, là je vous dis un raisonnement personnel. Il y a des gens qui seront très fiers de vous dire, moi j'ai entraîné pendant 42 annuités, c'est-à-dire j'ai fait toute ma vie entraîneur de volley. J'ai une longévité fantastique, voilà. Sauf que moi, si je fais la même chose pendant 3 ans, je m'ennuie, donc j'ai besoin de changer de projet. Donc j'ai laissé tomber un petit peu la formation à l'heure actuelle parce qu'il était temps que je passe à autre chose et aussi que je permette à d'autres personnes de le faire à ma place. Management, pilotage de projet d'équipe, je l'ai réduit un petit peu aussi. Alors je suis quand même vraiment un manager de projet, très clairement, c'est mon ADN. Par contre, quand je dis que j'ai un petit peu passé la main, c'est parce que le travail que je faisais sur la Normandie, je m'en éloigne un petit peu à l'heure actuelle parce que l'enjeu des Jeux de Paris 2024 fait qu'aujourd'hui, on a des besoins au niveau national qui sont très élevés et que je fais passer le besoin national avant le besoin de la Normandie. Voilà, c'est un choix stratégique. Et ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi par rapport à ce que je vous disais juste avant et ce que je viens de vous dire à l'instant. Je choisis mes missions, je conçois mes missions. Ça, c'est absolument incroyable. C'est un truc d'ailleurs qui gêne beaucoup les gens qui voudraient faire disparaître notre ministère. C'est qu'en fait, on décide nous-mêmes de ce qu'on va faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire « tu vas faire ça ». Pour la Normandie, je choisis les missions que je vais faire. Après, je les propose, elles sont acceptées ou pas. Mais je choisis ce que je vais faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, ça me donne cette autonomie et cette latitude qui sont très importantes. Et je peux vous dire, pour avoir participé aux entretiens d'embauche de très très nombreux postes et pour faire un petit peu justement de management et de suivi sur ces emplois-là, je peux vous dire que l'autonomie dans le secteur sportif, c'est l'un des plus gros défis qui vous attend. Tous. Parce qu'en fait, la réalité de l'entraîneur, si vous devenez un jour entraîneur d'un club sportif, mais même dans une moindre mesure, je pense, dans des systèmes plus type éducation nationale, vous êtes quand même très 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 souvent, pour ne pas dire tout le temps, livré à vous-même. Un Dominique Duvivier, au quotidien, son quotidien, alors il va peut-être croiser son adjoint s'il a la chance d'en avoir un, mais il travaille tout seul. Il entraîne seul, il conçoit le truc seul parce qu'il travaille. L'environnement de son club, c'est des bénévoles. Les bénévoles, c'est des gens qui, par ailleurs, ont un travail dans la journée. Les bénévoles, par définition, ils font du bénévolat quand ils ne travaillent plus. Alors, quand ils sont retraités, ok, ils ont un peu plus de temps. Mais quand ils sont dans la vie active, le bénévolat, en fait, il commence quand la journée de bureau se termine. Et un Dominique Duvivier, dans la journée, il n'est pas en train de se tourner les pouces, il travaille. Il travaille pendant que ses dirigeants travaillent aussi, mais ils ne travaillent pas ensemble. Donc, il est tout seul. Il est tout seul, il faut faire avancer le bateau tout seul. Et ça, je peux vous dire que le problème majeur de l'encadrement sportif, c'est que dans la plupart des cas, vous travaillez seul. Même si vous croisez des centaines de milliers de personnes chaque année sur les terrains, les gens que vous entraînez, si vous les entraînez, vous ne travaillez pas complètement avec eux, vous n'êtes pas au même niveau qu'eux de réflexion. Et il y a des gens, on a eu une intervention en formation continue professionnelle d'un entraîneur pro qui a suivi un parcours tout à fait classique et qui avait de bons résultats avec son équipe, qui est un club pro du sud de la France. Il avait toujours travaillé tout seul. Et en fait, il était arrivé au bout du rouleau, tellement c'est de pression, de fatigue, de stress. Et en fait, ce qui l'a reboosté, c'est d'avoir été sélectionné parmi les adjoints de l'équipe de France féminine et de travailler en staff. Un staff composé de 5 à 6 personnes seulement, c'est pas une grosse équipe, mais pour la première fois de sa vie, il ne travaillait plus tout seul. Et ben, il est reparti pour 10 ans, parce que ça l'a reboosté complètement. La solitude de l'entraîneur, c'est une réalité. C'est aussi pour ça qu'on a perdu des gens pendant le Covid. Ces gens qui jusque-là avaient le feu sacré de l'entraînement, de la compétition, de vouloir gagner des matchs et des trucs comme ça, pendant le Covid, le feu sacré, il a pris une douche froide, il s'est éteint. Et là, les mecs, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi je me fais chier à être sur les terrains tous les soirs, à entraîner, alors que je pourrais être avec ma femme ou mon mari, avec mes enfants? Pourquoi?
Et puis sans compter qu'il faut genre... être disponible le soir, il faut être disponible le week-end. Ouais. C'est une charge de travail Par assez définition, hein, dans le milieu sportif, quand on est pro, quand les autres s'arrêtent de travailler, on travaille. La réalité, c'est aussi que quand ils travaillent, on travaille. En fait, on ne s'arrête jamais de travailler finalement. C'est ça qui est dingue. Hein. On travaille le week-end parce qu'il y a les compétitions, on travaille les soirs de la semaine parce qu'il y a les entraînements, et puis le reste du temps, faut quand même préparer ses entraînements, il faut faire souvent de la structuration. Dans certains cas de figure, il faut travailler à la place des bénévoles quand ils ne s'impliquent pas suffisamment. Donc en fait, on travaille nuit et jour, 7 jours sur 7. C'est une réalité. C'est ce qui faisait dire à bon nombre de nos intervenants, enfin de nos conférenciers, que oui, je pense il fallait aussi, ça rejoint exactement les discours précédents, il fallait aussi avoir de la passion pour pouvoir faire ce c'est indispensable, c'est indispensable. Ça, quand on fait, j'étais plusieurs années dans les staffs des équipes de France, quand on fait un championnat d'Europe, en l'espace de 10 jours, on fait l'équivalent d'un mois et demi de travail réglementé. Je dis bien réglementé, c'est celui où il ne faut pas dépasser les plafonds avec les heures de récup, les machins. En 10 jours, on fait un mois et demi, parce qu'on travaille de 9h du matin jusqu'à 3h du matin. Parce qu'il y a les entraînements, puis il y a les matchs, puis on analyse les matchs, puis on prépare le match du lendemain, et ça recommence. Ça pendant 10 jours. Je veux dire, c'est direct, c'est quantité-là de travail. Et vous rentrez du championnat d'Europe, si vous avez 48 heures pour vous reposer, c'est cool, mais la plupart du temps, vous ne les avez pas, vous recommencez. Vous repartez au club, vous repartez au truc. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Donc du coup, effectivement, bon, voilà, c'est très compliqué. Bon, il y a des gens qui ont ce poste-là qui l'expliqueront encore mieux que moi, mais la solitude de l'entraîneur, c'est une réalité. On passe sur ce qui me... Donc ça j'en fais plus du tout à l'heure actuelle. D'accord. Dans le sens où... J'essaye d'être cohérent par rapport à moi. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne plus entraîner pour faire cette partie-là. Si j'entraîne plus, j'estime que je suis plus légitime ou crédible pour former des entraîneurs en leur disant faites des choses que je ne fais plus au quotidien. Et donc du coup aussi pour être jury ou consultant. Bon, voilà. Enfin, si consultant je le fais, mais jury j'ai arrêté aussi. D'accord. Voilà. Après ça, bon bien sûr, j'ai de nombreuses années d'entraînement à mon actif, donc je pourrais tout à fait continuer de former les gens. Mais j'estime que c'est plus cohérent de dire je suis en activité, je vous transmets ce que je fais à l'heure actuelle plutôt que de vous raconter simplement des bases théoriques. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette sorte de 4 piliers de l'étendue de ton métier que tu peux faire évoluer comme tu souhaites tout au long de ta carrière, en fait. Absolument. Donc là, moi, je me suis spécialisé là-dedans depuis 3-4 ans. Donc, création numérique, dématérialisation. Donc là, à l'heure actuelle, je suis chef de projet numérique. Alors, c'est pas arrivé comme ça, c'est-à-dire on passe pas d'entraîneur à chef de projet numérique parce qu'on l'a décidé. Enfin, même si on peut le décider, en fait. Mais bon, ça suppose quand même des choses. Bon, sur mon parcours, on verra un petit peu après, j'ai un background technologique, donc bon, j'ai pu transiter vers ce truc-là et ça arrange bien ma fédération. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la transition numérique des fédérations, c'est un chantier qui est devenu essentiel dans le sport. C'est devenu essentiel parce que c'est la même chose dans tous les milieux et que dans le sport, maintenant, la création, la collecte de data, la création de documents numériques et l'interprétation des data, c'est devenu le combat de demain. Et là, je sors de 5 jours à Nice dans une start-up qui s'appelle MyCoach, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà, je viens de travailler avec eux sur tout un tas de choses sur l'utilisation des data, dans des choses qui aujourd'hui sont du coup top secrètes, parce que là, très clairement, on va essayer de prendre l'avantage sur un certain nombre de pays par l'utilisation des data. On est un sport, le volley, qui traditionnellement utilise énormément les statistiques, comme le basket. Parce qu'effectivement, la capacité à caractériser le jeu d'une équipe et puis à avoir des repères de performance sur notre équipe, c'est véritablement une des briques qui permet d'aller à la victoire. Si on n'a pas ça, on ne passe pas. Ce n'est pas ce qui fait gagner. Ça arrive un peu en dernier, avant d'avoir des statistiques et de savoir les utiliser. Il faut avoir des joueurs qui n'ont pas les bras carrés, qui savent contrôler le ballon. Il faut avoir des joueurs qui sont physiques et qui savent sauter haut, taper fort et le faire longtemps jusqu'à la fin du 5e set. Avoir des joueurs qui savent se réunir et qui savent se collaborer, respecter des plans de jeu et se dépasser. Donc tous les facteurs de la performance. Et puis il y a cette brique d'analyse qui arrive en dernier pour moi.
Mais sans cette brique d'analyse aujourd'hui, vous ne passez pas dans le très haut niveau mondial. Parce que vous avez beau avoir toutes les autres briques juste avant, si l'adversaire il a la même chose, mais qu'il trouve le moyen de vous défoncer, vous perdez. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux data, c'est qu'on a des masters, notamment un à Rouen, Ouais. qui développent des branches data spécifiques Absolument. pour aller vers l'optimisation Et de j'ai même de la probablement, performance. probablement un projet de recherche où je vais aller solliciter certains de ces travailler étudiants-là. avec Ouais. eux, Ouais. là-bas. Donc, on aura une étudiante la semaine prochaine qui viendra témoigner de ce master à Rouen, justement. Ouais. J'ai bien l'intention de... Je veux faire, alors ça c'est typiquement le genre de montage très, très moderne, très traditionnel. Une fédération, une start-up, MyCoach, et une université. Donc ce sera probablement celle de Rouen avec un étudiant ou deux étudiants. Et on va travailler sur les datas pour faire des modèles qui devraient nous permettre peut-être, parfois, de gagner 1 ou 2 points supplémentaires à un moment clé. Et comme ça se joue à 1 ou 2 points, allez, on enchaîne. Ouais. Alors, ton quotidien. Ouais, ça c'est un truc Hashtag. j'avais voulu faire un truc un peu original du coup. Ça reste à peu près vrai, même si j'entraîne quasiment plus. Et même si par contre il y a beaucoup de hashtags qui ont pris de l'importance, notamment transmettre. On parle beaucoup de l'héritage autour de Paris 2024. C'est une notion qui est très importante et en même temps qui est là pour le coup aussi un petit peu politisée et instrumentalisée. C'est parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, tout le secteur sportif, on n'a qu'une trouille. C'est qu'une fois que les Jeux Olympiques de Paris seront terminés, il n'y aura plus d'argent pour le sport. Là, on va faire un gros coup. On va mettre la fête foraine, comme dirait, je ne sais plus qui, comme l'a dit, je crois que c'est Onesta qui avait dit ça à un moment donné. On va avoir une belle fête foraine. Onesta, c'est quand même le patron de l'ANS. Hein. C'est le boss du boss qui est en dessous de Macron. Qui avait dit, voilà, le plus grand danger qui nous attend, c'est qu'on ait la belle fête foraine en 2024 et que derrière, tout s'arrête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça fait partie des hypothèses, comme dans le bouquin, des hypothèses sur lesquelles il faut travailler. Si jamais il n'y a plus de rond après les Jeux Olympiques, Comment on va faire? comment on va faire pour continuer malgré tout? Donc, il faut une prospective. Donc il y a une notion d'héritage qui se transmet à tous les niveaux. Quand quelqu'un part en retraite, on fait en sorte de garder ce qu'il a eu pendant sa carrière. Il y aura aussi un héritage en termes d'organisation. Parce que tous les bénévoles qui vivent des choses sont aussi des gens qui peuvent être réinvestis derrière dans d'autres opérations, pas forcément sportives d'ailleurs. Donc voilà, la notion d'héritage, elle est importante. Et là, aujourd'hui, dans mes missions de numérique, donc je vais vous les détailler un peu. Tu peux mettre la slide après, je ne sais plus ce qu'on avait juste après. Donc Ouais, là, on est arrivé déjà sur ton va parcours revenir, de carrière. On va juste traîner un petit peu plus dessus. Donc je vais vous expliquer, même si j'aime pas trop parler de moi, de ce que je fais au quotidien. J'ai tronçonné en fait mon activité, puisque je peux choisir mes lettres de mission, encore une fois, en fait en trois axes, le passé, le présent et le futur. Sur le passé, je m'occupe pour le numérique de tout dématérialiser, toutes nos archives techniques et promotionnelles. Donc, en fait, tout ce qui était au format papier, je le mets en numérique et je le mets sur une plateforme dont je vais vous donner l'accès tout de suite. Ce sera le cadeau du jour. Donc, ça s'appelle ressourcesvolet.com, ressources au pluriel. Cette plateforme qui est gratuite et qui normalement est réservée aux licenciés. C'est pour ça qu'on la ferme avec un mot de passe, parce qu'on ne veut pas que les gens d'autres fédérations ou d'autres pays viennent dessus. Par contre, dans le cadre de nos travaux avec les universités, on donne les mots de passe à tous les étudiants staff. C'est une banque de ressources. Pour que vous puissiez aller dessous. Donc vous trouverez le truc, et puis je vois que vous avez déjà quasiment au moins un ordinateur sur 2. Donc c'est assez simple, c'est un petit peu le Netflix de nos documents de volleyball, tout simplement. Vous y trouverez des PDF et des vidéos. Donc là, on approche des 1000 documents, et puis je pense que j'en ai à peu près 10 fois plus encore en attente. Et donc, je fais des mises à jour où je rajoute quelques documents chaque fois. Donc, il y a des trucs très, très anciens, comme il y a des trucs qui datent de cette année, qui arrivent sur cette plateforme. Donc, vous avez, pour ceux qui veulent, par exemple, faire des recherches universitaires sur les évolutions de règles, par exemple, il y a un endroit où il y a un tag avec toutes les règles du jeu, avec certaines règles du jeu, par exemple, des années 80,
un code des lois du jeu des années 80 qui n'ont plus rien à voir avec celles de maintenant. Et si vous faites des recherches, par exemple, sur l'évolution des règles, vous allez trouver tout un tas de documents un peu anciens. Voilà, il y a une petite perle que je ne vais pas tarder à mettre sur le site. C'est l'un des plus vieux bouquins dans lesquels on commence à parler non pas de sport, mais d'éducation physique. C'est un bouquin de l'armée de 1903, dans lequel il y a justement tout ce que les soldats devaient faire comme activité physique à l'époque, et vous verrez que la conception même de l'activité physique a changé. Donc voilà, sur cette plateforme, il y a tout, il y a des trucs qui peuvent vous servir aujourd'hui si vous entraînez des jeunes. Il y a des documents de management, il y a des documents dans tous les sens, vraiment, j'essaye d'accumuler le plus de données possible. Donc ça, c'est pour la partie passée. La partie présent sur le numérique, j'essaye de faire passer notre fédération dans le domaine du stream. Donc j'ai bâti l'année dernière, j'en étais à la construction à cette époque-là d'ailleurs, je me souviens. Donc j'ai créé un studio audiovisuel au sein même de la fédération, un petit studio, qui permet d'accueillir jusqu'à 3 personnes, un petit peu ce qu'on fait là, mais donc du coup il y a un décor, il y a des éclairages, il y a des effets spéciaux, il y a tout un tas de choses qui te feraient baver d'envie, je suppose. Voilà, donc l'idée par exemple, c'est de pouvoir recevoir des dirigeants de clubs ou des arbitres ou des joueurs, avec un présentateur sportif professionnel qui est Xavier Richefort, voilà, que vous pouvez voir à la télé, parce que c'est lui qui commente la plupart des matchs. Oui, ancien volleyeur d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait, ancien volleyeur. C'est mieux pour un journaliste sportif, ça permet d'avoir des questions qui... Xavier, il connaît bien le volley, il ne va pas nous parler de ce match, alors que ça fait bien 30 ans qu'on ne dit plus ce match. Mais bon, bref, où il n'y aura pas sport-études, comme sur TF1 par exemple, alors que les sport-études n'existent plus depuis 1995. Oui, ça remonte. Oui. Donc j'ai créé ce studio et puis on commence à produire des contenus qui nous permettent de toucher nos licenciés autrement qu'avec des newsletters ou des choses comme ça. Et je me suis inspiré du monde du gaming qui est aujourd'hui pour moi le monde le plus en avance sur ces notions de stream de bonne qualité et avec des moyens limités et surtout de faire des choses rapides et propres. Donc on a un petit studio à la fédération qui est doublé d'une unité mobile. Et avec cette unité mobile, je vais faire la même chose qu'au studio, mais en étant donc en extérieur, pas à la fédération. Et je vais aussi commencer à diffuser des rencontres sportives qui, d'habitude, n'ont pas vocation à être sur la télévision. Là, alors aujourd'hui, en fait, quand vous regardez du volley à la télé, vous avez du premium avec l'équipe de France, avec éventuellement les clubs professionnels, encore que la LNV ait fait le choix du stream aussi. Du stream, oui, puisqu'ils ont leur propre télé, oui, voilà, tout à fait. Donc les matchs professionnels sont diffusés sur Internet et pas à la télévision à l'heure actuelle, ce qui est un choix qui est, à la fois ambitieux et risqué, parce que du coup on se prive de la télé, puis vous avez les Coupes d'Europe que vous retrouvez aussi en format premium. Quand je parle de premium, je parle de la qualité de la production. Premium, c'est la qualité des caméras, le nombre de caméras, la manière dont c'est filmé, etc. Il faut savoir que ça coûte très très cher. Quand on veut diffuser aujourd'hui du premium, on est entre 50 et 100 000 euros le match de volley. Vous voyez que c'est quand même déjà un budget pour un match. Et dans le volley, on ne fait pas 100 000 euros de billetterie sur un match. On n'est pas au foot ou au rugby. Donc c'est des choses qui nous coûtent plus qu'elles nous rapportent sur le premium. Après ça, avec les histoires de droits, etc., parfois on arrive à gagner un petit peu d'argent. Ce n'est pas le cas tout le temps. L'année dernière, le club, je donne cet exemple-là parce qu'il est normand, le club, je crois que c'est les PTT Rouen, je crois que c'est les PTT, il me semble, je ne devrais pas dire de bêtises, on vérifiera avec peut-être une coupure au montage, un club rouennais a accueilli une compétition de volley assis. Le volley assis, c'est notre pendant, je termine le raisonnement, le volley assis, c'est notre pendant paralympique du volley où on ne saute pas, ce qui permet, donc les gens sont assis, ils jouent au volley par terre, ce qui permet d'avoir des gens qui ont des amputations au niveau des jambes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont des amputations au niveau des jambes sont au même niveau que des gens qui n'en auraient pas, comme vous et moi, parce qu'ils ont les mêmes règles du jeu. Et c'est vraiment le sport inclusif par excellence, le sport d'équipe inclusif, parce que finalement, que vous ayez vos 2 pieds ou pas, vous allez jouer au volley assis de la même manière et ensemble. Ça vous n'êtes absolument pas avantagé, ni par une situation, ni par l'autre. Et donc, ce club des PTT a diffusé la première compétition de l'histoire de l'équipe de France de volley assis féminine, qui s'est créée, parce que quand les Jeux Olympiques arrivent en 2024,
Il y a des disciplines paralympiques aussi, et puis dans ces disciplines paralympiques, il faut qu'on soit représenté. Et quand on n'a pas d'équipe de France de volley assis féminine, il faut la créer de toutes pièces. Donc il faut trouver des gens qui ont ces problèmes de handicap et d'amputation, les convaincre de faire une partie de leur vie de ce sport, en faire une équipe avec des gens qui parfois n'ont jamais touché un ballon, et avec des gens qui parfois n'ont pas 20 ans mais 50. Et donc on a fait la première compétition officielle de cette équipe de France de volley assis féminine face à d'autres nations. Et c'était à Rouen. C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai remarqué, je n'avais pas du tout percuté avant de le voir de mes yeux, qu'en fait quand vous faites une carrière de volley, à 30-35 ans vous êtes cuit physiquement, c'est terminé. La moyenne d'âge du volley assis c'est plutôt entre 40 et 50. Ah ouais. Donc, ça veut dire que quand malheureusement vous avez un accident de scooter à 15 ans ou une malformation de naissance, vous pouvez quand même envisager de faire une carrière au volley assis qui va durer 40 ans. C'est quand même assez étonnant comme raisonnement de se dire je vais pouvoir être sportif ou sportif de haut niveau pendant plusieurs décennies, parce que du coup au volley assis, il y avait l'équipe de la Roumanie qui était en face, et l'équipe de la Roumanie, c'était 5 mères de famille entre 50 et 60 ans, et une petite jeune qui avait votre âge. Et tout ce monde-là, il faut que ça joue ensemble. Donc c'est assez étonnant, et je reviens sur le numérique. Donc le club de volley a choisi de diffuser cette compétition, et ça lui a coûté 17 000 € les 3 jours, parce qu'elle est passée par Sport en France, qui n'est pourtant pas une boîte de prod qui est très chère. Mais bon, ça coûte très cher à produire, à diffuser, pour une audience qui de toute façon fera qu'on ne rentre pas dans ses frais. Et là aujourd'hui, moi je veux, par le biais de mes travaux, diffuser ce type de compétition qui n'a pas sa place à la télévision par faute d'audience, non pas par manque de mérite, mais par problème d'audience et donc de rentabilité économique. Et je veux faire ça avec tout un tas d'autres personnes, typiquement les compétitions de jeunes. Et là, il est probable, donc l'année dernière, j'ai déjà diffusé une compétition des équipes de France de jeunes que vous ne voyez jamais à la télé, vous voyez les seniors. Mais les juniors, les cadets, vous les voyez quasiment jamais à la télé, vous les voyez parfois sur le net avec une caméra qui filme en bout, et puis débrouillez-vous pour prendre du plaisir à regarder un match comme ça. Alors que là, moi, je filme avec les mêmes conditions quasiment que la télévision, avec des commentateurs, avec plusieurs caméras, des effets spéciaux, et je rends ça possible parce que je n'ai pas de nécessité de rentabilité économique particulière derrière. C'est intéressant. Hein. Et mon ambition est de donner la sensation à tout un tas de personnes qui rêvent en regardant les matchs de l'équipe de France ou les matchs professionnels, et je leur donne la possibilité de vivre la même chose sur le terrain avec ce système-là. Et ça, toutes les fédérations sont en train de descendre en gamme, c'est pas péjoratif, de descendre en gamme dans les diffusions de spectacles sportifs, le premium coûtant de plus en plus cher. Les images des jeux que j'ai vus à Pékin étaient absolument somptueuses. J'ai dénombré au moins 12 caméras, chaque caméra coûtant en moyenne 200 à 300 000 €. Imaginez le truc, ça c'est que les caméras. Je ne vous dis pas tout le matos qu'il faut derrière en plus de ça. Donc ça va coûter de plus en plus cher, et même pour des fédérations sportives, et même pour le foot, ce sera inaccessible si vous ne faites pas que c'est que votre métier. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un détachement entre vraiment le summum du spectacle sportif et puis tout le reste. Et moi, j'ai envie de m'adresser à tout le reste. J'ai envie de diffuser tout le reste, de réaliser les émissions de tout le reste. Et donc, il y aura probablement, normalement, les mini-volleyades, qui est une compétition de moins de 13 ans qui va avoir lieu dans le sud de la France d'ici 2 mois. Donc, les mini-volleyades, ça se joue en 2 contre 2, et je vais les diffuser. Et les gamins qui ont 13 ans, qui vont faire cette compétition, ils seront à la télé, enfin, ils ne seront pas à la télé, ils seront sur leur écran de smartphone, de tablette, devant leur famille, devant leurs potes au collège, de la même manière que les pros. Et j'entends faire rêver les gens avec ce truc-là, et j'entends aussi faire en sorte que peut-être il y ait plus de pratiquants, parce que si je me dis, voilà, celui avec lequel je suis en classe d'habitude, il passe, et puis je le vois, putain, ça a l'air bien ce qu'il fait et tout, mais j'ai peut-être envie de faire la même chose. Voilà. Donc j'essaye de descendre en gamme, et toutes les fédérations aujourd'hui essayent de descendre en gamme pour proposer du spectacle sportif aux amateurs, par les amateurs. Donc ça, c'est le présent. Je crois qu'on a une question, je sais pas. Oui, oui, tu avais une question, exacte. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elliot Lacotte, je suis en spécialité boxe. Et donc j'avais une question au niveau de vos missions.
Donc vous avez des missions au niveau du comité régional et aussi au niveau de la fédération, c'est ça? Alors, je les répartis un petit peu selon ce que je sens. Moi, j'ai tendance à aller accompagner les gens qui ont des projets soit ambitieux, soit innovants, soit simplement bien faits, parce que tout le monde n'est pas capable de monter des beaux projets. Et des fois, il y a aussi des projets complètement inadaptés, voire idiots. Donc, je choisis un petit peu ce que je fais. Là, j'ai aujourd'hui 90 ou même 95% de mes missions que j'ai ciblées sur le national avec la fédération, parce qu'il y a les Jeux de 2024 et qu'on a énormément de besoins. Ce que je viens de décrire là, au départ, moi, je ne suis pas technicien audio-vidéo, je ne suis pas réalisateur de films. Par contre, il faut que je me forme dardard à tous ces métiers-là. Donc, ça me prend du temps. Mais je suis persuadé que c'est une piste de développement qui est essentielle. Et d'ailleurs, chaque fois que j'apporte une nouveauté, un truc comme ça, les gens autour me disent « Ah, mais c'est intéressant ce que tu as fait, on va le refaire à tel endroit. » Et en fait, par effet de boule de neige, j'accroche des gens dans mon sillage. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, c'est vrai que j'ai réduit la part de la Normandie à la portion congrue de 5 à 10%, notamment sur ce projet de beach au centre sportif d'Oulgat, parce qu'il y a très très peu de terrains couverts de beach dans la moitié nord de la France. Et que ça, c'est quelque chose qui, effectivement, pourrait faire décoller cette discipline qu'est le beach volley dans cette partie de la France. Voilà. Et si la Normandie avait d'autres projets ambitieux aussi, peut-être que je vais moduler de nouveau et peut-être repasser à un moment donné. J'étais à 40% ligue, 60% fédération. C'était pratiquement équilibré. Voilà, je vais aussi là où on a besoin de moi. En sachant que... Alors, on va tu le voir disais dans que tu étais créateur de ta lettre de mission, quelque part. Fait, ouais. Mais en même temps, j'imagine que la fédération a des attentes et t'impose certaines missions. Alors, c'est pas qu'on impose. En fait, la direction technique nationale de la fédération, c'est environ 40 postes à l'heure actuelle. Enfin, c'est un petit peu moins, c'est 39. On va avoir des départs en retraite massifs parce que ça correspond aussi au vieillissement de notre population. Et la direction technique, elle est représentative de cette population française. Donc on va passer à malheureusement environ 30 d'ici 2 Olympiades, peut-être même avant, parce qu'on n'a pas toujours les dates exactes des départs en retraite de certains. Oui. Donc on va perdre 25% de nos effectifs, et paradoxalement le travail augmente. Parce que si j'avais tenu ce genre de discussion avec vous il y a 40 ans, dans les années 80, il n'y avait que le volley. 90, le beach volley arrive. Ensuite, on vient de récupérer le volley assis il y a maintenant 4 ans en vue des Jeux paralympiques. On récupère une discipline supplémentaire. Et là, j'ai failli aller faire ce dimanche la captation du 2e championnat de France de snow volley. Car vous ne le savez pas, j'en suis sûr, mais maintenant, on va aussi pouvoir jouer au volley sur de la neige. Et par contre, contrairement au volley qui se joue à 6 et au beach volley qui se joue à 2, le snow volley se jouera normalement en 3 contre 3 avec un remplaçant. Ce qui est intéressant parce que ça correspond pas mal à la pratique que les clubs aiment bien faire une fois les championnats finis, de jouer à 3. Voilà. Et puis c'est une réalité. Belle question dans le prolongement, j'imagine. Ouais. Vas-y. Et du coup, encore vis-à-vis de vos missions. Ouais. Je n'ai pas complètement répondu. Hein, excuse-moi. Mais vas-y, continue, parce que du coup, je vais peut-être pouvoir faire les deux d'un coup. C'était du coup vis-à-vis de toutes les missions qu'il y a autour de la détection des Ouais. jeunes, etc. pour ensuite rentrer dans les centres comme l'INSEP, etc. Du coup, c'est plus vous qui vous en occupez Alors pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière, en fait, je manageais l'équipe qui s'occupe de faire la détection. Donc j'avais un certain nombre d'entraîneurs professionnels que je devais organiser, dont je devais organiser le travail, en sachant que c'est des organisations dans le milieu sportif, c'est pas aussi hiérarchique que dans d'autres milieux sociaux-pro. Ces gens-là, je ne suis pas leur supérieur hiérarchique, je n'ai pas le pouvoir de leur dire « tu vas faire ça, c'est un ordre ». C'est à moi de composer une équipe, d'insuffler une dynamique dedans pour que les gens me suivent et que je donne des directives et qu'ils les suivent. C'est une des particularités du monde sportif. Ce n'est pas du tout pyramidal autant qu'on le pense. On pense que c'est pyramidal parce qu'il y a le niveau de jeu de départemental à international. Les réalités du management, c'est que c'est très plat. La réalité du management, par exemple, c'est quand même que quand je suis professionnel et que je m'adresse à la présidente de la Ligue de Normandie, elle n'est pas professionnelle, elle est bénévole.
techniquement, je suis plus compétent qu'elle sur tout un tas de domaines. Et pourtant, c'est elle qui va décider de la politique sportive. Et elle ne peut pas vraiment m'imposer des choses, je ne peux pas lui imposer quoi que ce soit. Donc il faut qu'on arrive à s'entendre bien. Ça, c'est toute la difficulté et la richesse de ce milieu sportif. Ces relations où il faut arriver à bien s'entendre pour faire du bon travail, et où quand on s'entend très mal, ça se passe très mal aussi. Donc le facteur humain reste quand même décisif pour la réalité et aussi pour le succès d'un projet. Et donc du coup, en fait, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est un métier où tu es seul, mais en même temps, tu es obligé d'avoir des relations si tu veux développer. On est en prise avec une Voilà. multitude d'intervenants en permanence. En permanence, Par c'est contre, ça n'enlève rien à la solitude donc, que tu évoquais tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Ça n'enlève. Ça, c'est important à comprendre. Oui, ça peut paraître un petit peu abstrait. Je croise une quantité de personnes chaque année qui est absolument impressionnante. Malgré tout, sur mon métier et mes missions particulières, je suis relativement seul et solitaire. Oui, mais c'est Et intéressant. du coup, par rapport à ta question, je module en fonction des projets et en fonction de là aussi où j'estime être le plus utile. Mais certains de mes collègues vont tenir le raisonnement de dire moi, je ne suis pas quelqu'un de projet, moi, je suis un expert de la prépa physique ou un expert de l'entraînement. Et il va chercher à avoir la meilleure structure d'entraînement pour s'exprimer. Alors que je n'ai pas du tout ce positionnement-là, mais qui m'est propre. Et je suis parfois un petit peu un ovni dans le circuit. C'est un petit peu le profil qu'on a vu il n'y a pas longtemps de Franck Doudet à la Fédération française de football, qui lui est parti dans la préparation physique des arbitres de Ligue 1 et Ligue 2, en fonction des opportunités. Mais il a le même statut que toi en tant qu'agent de l'État. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que certains collègues me disent parfois « mais pourquoi tu t'es embarqué dans le numérique alors qu'on pourrait avoir besoin de toi sur le terrain ?» Sur à quoi je leur réponds « mais dans le numérique, je fais des choses, j'ai besoin de comprendre le terrain pour les faire. Parce que si je m'adressais simplement à un technicien ou un ingénieur, et ça n'a rien de péjoratif, mais qui ne connaît pas la discipline, il va passer à côté de plein de choses. » Et on rentre dans les profils de ce qu'on appelle les doubles ou les triples compétences. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse être compétent dans différents domaines et que la richesse, justement, c'est l'intervalle entre ces domaines, l'interconnexion entre deux domaines. Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, je ne suis pas le meilleur réalisateur sportif du monde. Par contre, quand il faut faire la jointure entre les deux, je pense que je me positionne pas mal. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est justement de mettre du lien entre certaines briques. Ça, c'est important, lié notamment à ta formation qui t'a permis d'avoir cette... On va enchaîner dessus. Voilà, donc, nous arrivons à ton parcours de vie, donc. Tu l'as intitulé ainsi. Ouais, je vous laisse lire la magnifique petite phrase qui date d'il y a 4 ans. Bon, ça va, ça reste. Ça reste d'actualité. Oui. Des équilibres entre vie personnelle et professionnelle. Encore une fois, moi, je fonctionne pas au statut. Donc, quand je dis statut, je parle aussi des galons avec les médailles que vous avez gagnées. Je fonctionne pas non plus à l'argent. Je dis toujours que je suis horriblement cher. C'est une manière polie de dire tu peux sortir ton carnet de chèques, tu m'achèteras pas. Parce que je vais là où je sens le projet. Et il y a des petits projets qui me semblent innovants et vachement sympas et je vais y aller à fond. Tout comme des gros projets ambitieux et risqués sur lesquels je peux risquer ma crédibilité, ma carrière et me casser la figure. Je vais y aller aussi. Et par contre, tu peux me proposer un projet basique bien payé. Je vais te dire, mais tu vas trouver quelqu'un d'autre pour faire ce truc-là à ma place, tu n'as pas besoin de moi. Donc voilà, c'est un petit peu une manière particulière de gérer sa conception, carrière. Tu as une conception de ta carrière et elle est liée à ce que tu es, quoi. Oui, tout à fait. Allez, on enchaîne. Parcours de vie. Alors, vous ne saurez pas mon âge. Ceci dit, vous pourrez quand même à peu près le calculer. Donc, j'ai fait un BTS de conception de produits industriels qui m'a permis de savoir rédiger un cahier des charges techniques. Donc vous voyez, je ne viens pas du tout du milieu STAPS. À l'origine, moi j'ai commencé à jouer quand j'avais 12 ans au collège et 14 ans au club. Et une de mes caractéristiques particulières, c'est que je me suis foutu les croisés en l'air à 18 ans et que j'ai arrêté à 18 ans. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui a été entraîneur professionnel sans jamais avoir joué, ne serait-ce qu'en senior. Non, je rigole, j'ai fait une demi-saison en N3, N2, mais j'avais tellement mal au genou que je ne l'ai pas fini. C'est le moment où je suis passé du côté de l'entraînement, parce que ça me plaisait, j'avais envie de tester. Mais voilà, j'ai un parcours vraiment particulier, parce que certains vont vous dire
C'est compliqué pour moi d'entraîner des pros parce que je n'ai pas été joueur pro. Ben moi, je vais plus loin, je vais vous dire, je n'ai même jamais joué en étant adulte. Pratiquement pas. Donc j'ai ce démarrage avec ce BTS qui me permet donc de comprendre la technologie, parce que tout ce que j'ai appris à cette époque-là est absolument plus valable. Hein. Il n'y avait même pas les ordinateurs à cette époque-là, on était encore en train de dessiner sur les planches à dessin. Voilà, donc j'ai acquis une certaine manière de penser la technologie, par contre, et je suis content de dire que des années après, c'est toujours valable de ce côté-là. Par contre, le milieu technologique, ce milieu-là, j'ai trouvé que les gens étaient très... Il n'y avait pas d'intelligence interpersonnelle. Vous savez, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence relationnelle, il y a l'intelligence mathématique, il y a le raisonnement logique, il y a tout un tas de formes d'intelligence différentes. Et j'ai trouvé que dans le milieu technologique, les gens ne s'intéressaient pas aux autres, ne s'intéressaient même pas à eux-mêmes. Ils étaient intéressés par ce qu'ils fabriquaient, par ce qu'ils touchaient, mais c'était un peu borné comme vision. Et j'ai eu besoin de changer radicalement. Du coup, je suis allé faire une école de commerce où là, effectivement, on a affaire à des gens qui ne savent pas forcément faire quelque chose de leurs 10 doigts, par contre, qui s'intéressent énormément à ce que sont les autres, leur personnalité, les projets, ces trucs-là, des gens qui sont ouverts, qui sont plutôt dans l'esprit d'être des entrepreneurs. Et ça m'a donné un petit peu ce qui me manquait. Ça m'a aussi donné une valence économique que je replace à chaque fois aujourd'hui dans tous mes projets. Ça, c'est quelque chose que mes dirigeants, qu'ils soient nationaux ou régionaux, apprécient. C'est que quand je leur dis on va faire ce truc-là, qui a l'air complètement fou sur le papier, mais que je leur montre derrière que c'est budgété, équilibré, voire même qu'on peut gagner de l'argent avec, ça les rassure. Et je suis suivi, parce que je suis crédible sur ma capacité à monter des budgets. Ce qui n'est pas évident pour un entraîneur de volley, je peux vous dire. La plupart des gens, quand ils entraînent, ils disent « j'ai besoin de ça ». Donc ils demandent des dépenses, mais ils ne les compensent jamais par des rentrées, en disant « c'est pas mon problème ». Moi, c'est mon problème d'avoir des budgets qui soient réalistes. Et tout ça, ça vient de là. Ça vient de ce truc qui est assez lointain, qui finalement m'a pas trop servi, on va dire. Donc second cursus un petit peu plus tard, quand j'ai mis le pied à l'entraînement. Donc l'entraînement, ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite plu parce qu'il y avait plein de choses. Je pense que vous êtes en train de commencer un petit peu à les vivre, d'avoir un groupe, de l'organiser, de trouver la place de chaque personnalité au sein du groupe, de les faire progresser, de les voir prendre du plaisir, tous ces trucs-là. Et donc j'ai vraiment été mordu par l'entraînement et j'ai passé tous les diplômes à une vitesse accélérée jusqu'au concours qui me permet d'être CTS. Donc j'ai fait tout ça dans un temps très court. En 5-6 ans, en fait, j'ai fait l'ensemble du cursus et fédéral, et des diplômes d'État, et le concours. Et du coup, bon, voilà, pour moi, je me destinais à être entraîneur. Je ne me posais pas la question. J'avais même mis tout ce qui était technologique de côté à cette époque-là, parce que c'était vraiment l'entraînement. Je vous parlais du feu sacré tout à l'heure. J'étais une torche. Hein. Je ne vivais que pour ça. Je passais mon temps à faire des planifications, à faire des systèmes de jeu. Voilà, j'avais envie d'entraîner, de progresser à fond dans ce domaine-là. Vas-y, continue. Et puis, arrive 2000. Et puis arrive 2000. Alors c'est assez particulier quand même parce que je me suis retrouvé dans le staff de l'équipe de France masculine, la même que celle qui gagne les JO, hein, à 26 ans. À 26 ans parce que j'étais l'un des premiers à faire de l'analyse de performance avec des statistiques de la vidéo. Donc j'ai goûté au niveau très très jeune. D'habitude, à 26 ans, les gens ils jouent. Ils sont en plein milieu de leur carrière de sport. Et moi, j'étais déjà dans le staff de l'équipe de France. La grande équipe de France, parce que voilà, c'est celle sur laquelle tous les yeux sont tournés par rapport à d'autres groupes qui pourraient être les jeunes, par exemple. Et en fait, à ce moment-là, dans cette équipe de France, l'entraîneur en principal, le premier entraîneur, en fait, avait un profil qui aurait pu être le mien avec 20 ans de plus. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant, j'y pense à l'instant, c'est un peu ça. Et en fait, donc cet entraîneur, que je trouvais être un très bon entraîneur, n'avait jamais joué à haut niveau. Donc là, on revient dans l'archétype du mec qui a joué un petit peu, qui était un bon joueur, mais pas plus que ça, et qui a bossé comme un fou pour devenir entraîneur professionnel, et qui a tellement bossé comme un fou qu'il devient entraîneur de l'équipe de France. Mais le mec, il n'a jamais joué en étant pro.
Et en fait, j'ai vu à ce moment-là, pendant 3 ans, on ne s'est pas qualifié pour les Jeux de Sydney pour un set, malheureusement. Je vais revenir dessus après. Mais j'ai vu cet entraîneur-là, donc qui n'avait pas ce passé de joueur pro, se battre en permanence avec les internationaux, les joueurs de l'équipe de France, pour être crédible. Parce qu'il se trouve que quand on entraîne des sportifs professionnels, si on n'a pas eu ce passé glorieux de joueur, même si on est un bon entraîneur, il faut travailler beaucoup plus pour vraiment être écouté, entendu et respecté. Et ça n'a pas été le cas de cet entraîneur qui avait travaillé comme un fou, mais qui n'a pas réussi à gagner la confiance et la crédibilité des joueurs qu'il entraînait. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, moi qui n'ai jamais même joué en senior, à quel moment je vais plafonner devant une équipe que certes je pense être capable d'entraîner, mais qui ne me suivra pas, que je n'emmènerai pas vers moi, après moi, parce que je ne les aurais pas fait rêver quand ils étaient gamins, parce que je n'étais pas un grand joueur. Parce qu'ils ont besoin de ça, les joueurs et les joueuses. Si vous avez été un bon joueur ou une bonne joueuse à votre époque, quand vous devenez entraîneur, ils vous respectent d'emblée. Si vous ne l'avez pas été, ils ne vous respectent pas. Il faut gagner ce respect. Vous le gagnez avec les résultats. Mais même parfois avec des résultats, vous ne le gagnez pas. Parce que la réalité du sport de haut niveau, c'est qu'elle est constituée que de gens avec des égos très très forts et que vous arriverez avec certains et pas avec d'autres. Même des grands joueurs, devenus entraîneurs, peuvent avoir des problèmes avec d'autres grands joueurs à leur tour. Ça arrive régulièrement dans le foot, notamment. Hein. On le voit régulièrement. Le nombre d'entraîneurs professionnels de foot qui ont été d'excellents joueurs, des joueurs de l'équipe de France ou même des capitaines, et qui se retrouvent aux prises avec d'autres très bons joueurs une fois devenus entraîneurs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est quand même un quotidien fait de résolution de conflits, souvent. Et moi, j'ai compris que même si je travaillais comme un fou et que j'avais peut-être le potentiel pour aller quelque part d'intéressant, j'allais plafonner, à un moment donné, me prendre des joueurs qui ne me suivraient pas pour un oui ou pour un non. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je suis un compétiteur dans l'âme, et parce que j'aime sentir que j'avance. Or là, j'ai senti que pour la première fois, non pas j'étais dans une impasse, mais je n'ai pas attendu d'y être pour me demander si je devais continuer dans cette voie-là. L'idée étant de ne pas courir pour me prendre le mur au fond de l'impasse. Ce qui arrive à énormément de monde. Vous imaginez même pas le nombre d'entraîneurs qui partent à la retraite et qui ont été brisés psychologiquement à un moment donné de leur carrière parce qu'ils n'ont pas réussi une compétition ou parce qu'ils se sont fait virer ou un truc qu'ils n'ont jamais digéré et qui vivent pendant 10, 20, parfois 30 ans, René le truc, parfois 30 ans en étant complètement détruits psychologiquement dans le passé. Ah, c'est pas l'ordi ? Je ne sais pas ce qui se passe. On a un petit souci technique. Ah bah voilà, si tu nous fais du sabotage, ça ne va plus du tout. Les saboteurs sont à la mode. La question est de savoir de quel côté de la frontière tu te situes. Avec un pied de chaque, je ne sais pas trop. Hein. C'est revenu, je crois. Julien, il y a l'écran qui s'affiche à nouveau. Fais F5. Fais CTRL F5. Je suppose que si ça fonctionne. Attends, je vais rebrancher. Alors. Voilà, ça y est, tout est revenu à la normale. Bravo. Merci, jeune homme. La hantise du réalisateur en plein direct. Son matériel tombe en panne. Voilà. Non, ça va, on gère à peu près, il n'y a pas de souci. C'est pas d'un grand stress. Donc du coup, voilà, je me trouve en l'an 2000 devant des JO qui m'avaient fait rêver. Possibilité d'être dans le staff en étant très jeune et de vivre les JO. Et les JO me passent sous le nez pour quelques... À un set près, tu disais ? À un set près, ouais, France-Hollande. Et les Hollandais sont champions olympiques. En plus ? Ouais, et puis ils nous battent 3-1, mais il suffit qu'on aille au tie-break pour que ça s'inverse, je pense. Bref, on n'y va pas. Et donc du coup, voilà, je vois mon avenir un petit peu différent. Donc du coup, la phrase qui est dessous, elle est vraiment importante, parce que j'avais pas que l'entraînement, puisque j'avais la technologie, j'avais aussi la capacité à monter des projets, donc je pouvais faire d'autres choses. Et en fait, je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que je dois insister dans la voie qui me plaisait le plus et continuer de rêver et me cracher à un moment donné, ou est-ce que je fais volte-face, j'anticipe, et du coup, j'essaye, au lieu d'atteindre
Il y a un très bon bouquin là-dessus. Les limites de mon incompétence, le principe de Peter. Le principe de Peter, oui, tout à fait. Voilà. Pour... Et j'ai cherché à éviter ce truc-là. Oui, c'est très bien ça. Il y a des gens qui montent en compétences et puis ils arrivent à leur plafond de verre, c'est le moment où ils sont devenus incompétents. Et ce petit bouquin qui est très intéressant, il vous explique comment le monde est rempli de dirigeants incompétents, simplement parce que ces personnes ont voulu monter et ne sont arrivés à leur plafond, ils ne sont pas compétents et ils n'ont pas su évoluer. C'est assez étonnant comme bouquin, je vous le conseille vraiment. Et donc du coup, moi, je n'ai pas voulu atteindre les limites de ma compétence et je me suis dit, je vais essayer d'être le meilleur ailleurs. Donc je me suis réorienté, donc c'est là où j'ai fait beaucoup de missions aussi en région, sur du développement, sur tout un tas de trucs. Donc j'ai fait de la formation de joueurs, de la formation de cadres, j'ai fait de la recherche, j'ai fait tout un tas de choses pendant pratiquement une dizaine d'années sur des choses qui vraiment n'ont rien à voir, mais qui m'ont permis vraiment de toucher un petit peu à tout. Oui, ça a permis de te diversifier, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc j'ai fait le tour d'un certain nombre de domaines, et une dizaine d'années après, je vous ai dit, hein, je m'ennuie rapidement au bout de 2-3 ans, donc j'ai besoin de changer. Et en fait, il m'a semblé, arriver une dizaine d'années après, que c'était un petit peu... J'étais arrivé au bout de ce que j'avais pu faire dans ces domaines-là, que vous avez vu avant sur les lettres de mission. Donc j'ai voulu, une nouvelle fois, tout remettre à plat. Alors je ne suis pas quelqu'un d'instable, hein, j'ai quand même une certaine continuité dans mon cheminement de pensée. Par contre, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de sentir que ça évolue. Ouais. Vas-y. Mais du coup, vous avez fait comment pour changer de voie? Vous avez eu des opportunités? Vous avez répondu à des offres d'emploi? Non, je suis resté dans une direction technique nationale. Tu as plus de choses à faire que de gens pour les faire. Donc il y a toujours des trucs, si tu dis, moi je vais m'en occuper, la recherche par exemple. Le domaine de la recherche, on est toujours en train de chercher quelqu'un qui va bien vouloir le piloter. Parce que la plupart des gens, ils sont dans les pôles, dans les structures d'entraînement. Si j'avais dit par exemple, je vais aller entraîner un pôle, ça aurait peut-être été compliqué parce que tout le monde va aller entraîner un pôle dans une direction technique. Et moi, ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait. Donc il suffisait de dire, je sais faire ça, ça et ça, pour qu'on me dise, ah bah tiens, tu pourrais t'occuper d'un de ces domaines. Donc c'est pas, non, je suis resté, tout ça jusqu'en 2009, c'est en étant fonctionnaire au sein de la direction technique nationale de la Fédé de volley. Simplement, les missions changent. Par exemple, j'ai pu changer de région parce que je suis d'origine parisienne à la base, et j'ai choisi de venir en Normandie parce que c'était une région que j'aimais bien et que je ne connaissais pas et qu'il n'y avait personne. Et j'ai dit, bah, si ça vous intéresse, moi je veux bien aller travailler en Normandie. On m'a dit oui, ça s'est réglé aussi facilement que je viens de te le dire. En 5 minutes, c'était fait. Oui. Lucas Legrand, spécialiste foot. Ça fait pas, vous avez aucun regret de pas avoir tenté d'aller au bout de votre rêve entre guillemets, d'entraîner au plus haut niveau, parce que vous étiez quand même assez proche. Vous auriez pu quand même tenter. Ah, j'étais bien catapulté, c'est clair. C'est clair. Je pourrais me poser cette question-là. Après, j'ai pour principe d'essayer de n'avoir ni remords ni regrets. Et en fait, la meilleure manière, c'est d'aller faire ce qui te plaît. C'est vraiment, j'enfonce une porte ouverte. Mais je ne vais pas regretter un truc qui me plaisait, parce que j'en ai fait plein d'autres qui me plaisaient. J'aurais fait que des trucs qui ne me plaisent pas, ou qui ne me donnent pas de satisfaction, oui, j'aurais probablement des regrets. Mais il y a plein de choses que j'ai pu vivre et essayer, et je pense qu'à un moment donné, quand tu regardes dans le rétro, c'est pas une histoire d'être fier de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait, c'est de te dire, j'ai pas perdu mon temps. J'ai pas perdu mon temps, j'ai été utile aux autres, parce que quand tu es fonctionnaire, cette notion de service public, elle est quand même importante aussi. Et moi, je vois tous les gens, par exemple, que j'ai catapultés, parce qu'à un moment donné, je les ai détectés, je les ai formés. Ça c'est un vrai plaisir, quand même. D'aller trouver... Ouais, ça se trouve, regardez, parmi vous, parce que je recrute quand même pas mal au niveau de l'université, il ne faut pas croire. Là, on a un garçon dans l'équipe technique régionale qui était à Rouen, qui était parmi les bons arrivés en L3, qui fait du bon boulot. Il obtient tout son cursus et tout. Et puis, pour finir sa L3, il se dit, tiens, je vais faire un mémoire. Ok, donc il fait un mémoire, il m'associe au truc parce que je fais partie des personnes interrogées. Je trouve que le mémoire est bien fait. Donc déjà, il se fait remarquer. Et puis le mec, il fait un service civique et tout. Donc je me dis, celui-là, il est vraiment mordu.
c'est intéressant. Donc je commence à discuter un petit peu avec lui, je l'intègre dans l'équipe technique que je manage. D'abord en deuxième ou troisième adjoint. D'ailleurs, il était mort de trouille avec le premier, parce que le premier, il est un peu comme ça, et donc lui, il ne savait pas trop quoi penser, il marchait un peu sur des œufs. Puis il commence à faire sa place et tout. Là, maintenant, il est en CDI dans un club. Et je suis content parce que j'ai fait passer un étudiant de STAPS vers un professionnel de club. Il n'y a pas beaucoup des pros dans la Normandie. Hein. Non, c'est pas simple. Hein. Il y en a une dizaine. Tout à fait. Lui, je suis super content de voir que j'ai permis à ce mec-là d'émerger. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, hein. C'est son travail. Par contre, ce qui me plaît, c'est que j'ai pu lui ouvrir les portes. Et quand je lui ouvrais les portes, il ne me les a pas claquées au nez, il les a prises et il les a utilisées. Mais quand tu ça, par exemple, tu vois, l'opportunité, on est en plein dedans. Oui, tout à fait. Et ça, tu vois, c'est des retours sur expérience qui font, c'est mon carburant. C'est ça qui me fait avancer. Plus que de me dire, est-ce que j'aurais pas pu faire ci ou ça, ou des trucs comme ça. Et des petites expériences, des petites satisfactions comme ça, j'en ai plein. On a fait ne serait-ce que le petit partenariat qu'on a mis en place entre l'université de Caen et la Ligue et la fédération. On a été une des premières ligues et universités à mettre une convention en place. Et puis là, cette année, on a nos étudiants de spécialité volleyball qui sont allés déjà 2 fois à Ougat faire une visite dirigée. Quand tu vois que ça avance, ça suffit, peu importe la vitesse à laquelle ça avance. Par contre, si je vois que ça piétine ou que ça régresse, là je pète un câble, clairement. Et donc en 2009 on a eu, alors 2009... une première remise en question. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, quand tu as essayé de travailler dans plein de domaines différents, et que tu as eu à peu près que tu penses avoir fait le tour de la question, même si je pense que j'avais forcément complètement le tour d'une question. Quand même, quand tu as à peu près testé le truc, il arrive un moment où tu as envie que ça change. Donc j'ai mené énormément de projets dans cette décennie-là. Certains projets qui m'ont permis d'être connu à l'étranger, notamment sur Internet. Et pendant 3 ans, j'ai été démarché j'ai été courtisé par le Qatar, qui cherchait à exister dans tous les domaines à ce moment-là. Et le Qatar, en fait, a des gens qui sont vraiment des chasseurs de tête, qui courent partout autour de la planète pour chercher des profils. Et j'ai été identifié comme un de ces profils pour le volleyball sur la planète. Et en fait, pendant 3 ans, ils m'ont courtisé pour me faire venir parce que j'avais non pas une compétence de pointe. Encore une fois, il y a plein d'entraîneurs qui sont bien meilleurs que moi. Par contre, sur cette capacité à connaître le sport et puis la technologie, et voilà, les chasseurs de tête avaient vendu aux dirigeants qataris le fait que j'étais une sorte d'ingénieur du sport et que je pouvais leur apporter beaucoup. Et au bout de 3 ans, ils ont fait tellement... Je dis que je marche pas à l'argent, mais au bout de 3 ans, ils ont fait tellement monter les enchères, puis c'était intéressant à plein de points de vue. Tu vois, il y a une expérience que j'aurais vraiment regretté de ne pas avoir fait, c'est justement celle de m'expatrier pour mon domaine sportif. Parce que je voyais des joueurs ou des entraîneurs qui allaient à l'étranger, qui disaient toujours en revenant, quand tu es étranger dans un autre pays, c'est pas pareil, c'est autre chose. Et tous ces gens-là revenaient grandis. Ça, c'est vraiment une expérience. À l'aune de ma retraite, si je ne l'avais pas vécu, là oui, j'aurais des gros regrets sur ce truc-là. J'avais envie au moins une fois d'être expatrié. Donc tu as pu vivre ce moment à l'étranger. Et donc j'ai vécu quelques années là-bas, une expérience qui n'a rien à voir avec celle que je connaissais. Donc là, comment ça s'est passé vis-à-vis de ton poste à la fédération? J'ai pris une dispo, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une disponibilité. Voilà, on a le droit, pour un certain nombre de raisons, on a le droit de se mettre en disponibilité pour aller faire autre chose. Ce qui permet pour certains de changer de voie, pour d'autres simplement de s'offrir une parenthèse, c'était mon cas. Et donc pendant 2 ans, en fait, votre poste est gelé, il n'est pas occupé par quelqu'un d'autre, il est mis de côté, tout simplement. Et par contre, quand on revient et qu'on le récupère, on ne sait pas les missions qu'on va avoir. Ça, c'est un peu le risque de la disponibilité. Bon, après, comme je peux faire pas mal de choses et qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, je n'ai pas perçu ça comme étant un danger ou une menace. Mais donc, du coup, voilà, j'ai vécu cette expérience d'expatriation dans ce pays. Un pays qui ne fonctionne absolument pas comme le nôtre, dans tous les domaines. D'ailleurs, il y a une petite blague qui dit au Qatar, quand tu as un bagage technique, tu le poses à l'aéroport en arrivant, puis tu le reprendras en partant. Et donc j'ai appris complètement à repenser des choses essentielles.
Donc je vais vous donner une ou deux anecdotes, parce que les gens aiment toujours ça. Bien sûr. Donc par exemple, j'ai entraîné, ils m'avaient demandé justement de détecter un petit peu les talents de demain dans leur pays avec nos méthodes à la française, parce que, mine de rien, quand on est un pays comme la France avec que 100 000 licenciés, nous, quand notre équipe de France, la masculine, elle performe, qu'elle fait la médaille d'or, notre bassin de minime, c'est 4 000 joueurs. C'est que 4 000 joueurs. Donc on extrait des champions olympiques parmi un bassin de catégorie d'âge de 4 000 joueurs. Si vous êtes en Italie, c'est 40 000 joueurs, 10 fois plus. Donc c'est normal que l'équipe italienne, sur la durée, elle ait de meilleurs résultats que nous, parce ils peuvent avoir une constance grâce à leur bassin. Et si vous êtes en Chine, là je ne te dis même pas le nombre, parce qu'en plus de ça, en Chine, les gens, dans les écoles, la détection se fait directement dans les écoles, c'est une fierté pour une école chinoise que de pouvoir identifier un jeune potentiel qui pourrait faire briller le pays. Quand on est en France, il faut à peu près 2 mois pour monter un dossier, pour avoir le droit de mettre un pied dans un gymnase, dans une école. Il faut le savoir quand même. Les relations entre le monde sportif et l'éducation nationale, même si maintenant on est dans le même ministère, ça n'a rien changé pour l'instant, c'est absolument pas la même chose. C'est pas la même manière de penser, c'est pas les mêmes trucs. L'éducation nationale est absolument contre le système compétitif, quand nous, on a besoin d'être compétitifs. Donc c'est très très compliqué. Et donc le Qatar était intéressé de savoir comment, dans notre petite fédération, comment on détectait, c'était quoi les trucs. Donc je me suis retrouvé à entraîner l'équipe nationale qui correspond à peu près aux cadets M16. C'est pas nos cadets à nous, c'est un petit peu plus tard. Voilà, puis j'ai vraiment des trucs, mais au Qatar, donc il y a une chose que j'ai appris assez rapidement en fait. Donc là-bas, l'argent est roi, on est jugé et évalué sur ce qu'on gagne, et si vous gagnez rien, ben vous êtes rien. Et du coup, il y a un phénomène qui est complètement contre-productif pour le sport, c'est que ceux qui travaillent sont ceux qui en ont besoin. Et c'est un petit peu péjoratif là, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez besoin de travailler, c'est que vous n'avez pas d'argent, donc vous avez besoin de travailler pour en gagner. Et là, vous êtes mal vu. Donc ça veut dire qu'en fait, la valeur travail, et par extension la valeur effort, elle est inversée au Qatar. Moins vous travaillez, plus vous êtes haut dans la société. Plus vous travaillez, moins vous valez quelque chose. Alors, allez expliquer à M16 qu'il faut qu'il travaille à l'entraînement et qu'il fasse des efforts pour être bon. Vous lui demandez l'inverse de ce qu'il entend et de ce qu'il voit partout autour de lui. Et du coup, c'est très compliqué d'entraîner des gens qui n'ont pas du tout les mêmes systèmes et repères de pensée que vous. Rien qu'à ce niveau-là, si déjà vous arrivez à faire une activité physique à des gamins dont 70% sont en obésité morbide, parce que ça mange trop, parce qu'il fait 50 degrés dehors, donc on ne sort pas dehors au Qatar. Au Qatar, tout le monde a un déficit de vitamine D parce qu'on ne sort pas à part 50 degrés au soleil. Donc on n'est pas exposé au soleil, donc on a une carence de vitamine D. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est pas du tout le même travail. Et ça, en fait, j'ai beaucoup appris parce que la valeur travail, t'expliques à un gamin, faut qu'on s'entraîne un petit peu plus si on veut aller à la victoire. Un truc aussi basique que ça, j'arrive au Qatar, c'est pas acquis. A l'inverse, j'ai pas de mal à expliquer aux gamins que être joueur professionnel ou entraîneur professionnel, c'est un petit peu quelque chose d'important. Quand on est entraîneur pro au Qatar, on est littéralement un demi-dieu dans la société. On vous ouvre toutes les portes des palaces, vous êtes VIP, quoi qu'il arrive, on vous trimballe un peu comme un animal de foire, même des fois. Les gamins, quand on est au self, pour aller manger entre 2 entraînements, le joueur il est tout fier de te porter ton plateau. Quand je suis à Olgat, tu laisses passer tous les gamins avant, il n'y en a pas un seul qui te laisse passer. Là-bas, ils se battent pour porter ton plateau. Donc il y a plein de choses. Être entraîneur de volley au Qatar, c'est non seulement un métier, mais c'est même valorisant, un peu comme au Brésil, par exemple. Donc une expérience. Et deux petites anecdotes de l'année 2022. Je réfléchirai pour 2023. D'accord, ça marche. Mais un projet a toujours une fin. Ça, c'est aussi une réalité. Et la zone de confort, moi, j'ai vraiment choisi de sortir de la zone de confort en allant là-bas, parce que c'était quand même un vrai pari. Et j'estime être... Alors, j'ai pas du tout progressé sur le plan du volley, je tiens à le dire. C'est pas là-bas que j'ai appris des choses. Je pense leur avoir été utile, mais bon, j'ai pas appris des choses sur le plan du volley.
Par contre, le processus de remise en question très très profond que j'ai opéré en pensant à tout ce qui m'arrivait et en essayant de comprendre des gens qui ne fonctionnent pas du tout comme moi et qui par ailleurs ont aussi des qualités qui sont très différentes, c'est pas du tout là, tout est différent. Donc ce processus de remise en question, il a été vraiment très fructueux pour moi. Donc je ne suis pas revenu meilleur entraîneur ou des choses comme ça, mais je suis revenu plein d'une expérience qui vraiment m'a permis de grandir. Et donc je réintègre ton poste. Donc je reviens, donc je réintègre mon poste, je vais plus sur du développement. Et puis là, bon, j'arrive aussi à une période où bon, je suis un petit peu plus âgé, les gens me connaissent bien, je me suis mis en danger, donc je suis capable dans l'inconscient collectif de prendre des risques et des responsabilités plus élevées. On revient sur le principe de Peter. Hein. Et donc là, on me confie vraiment des missions nationales avec des dossiers plus complexes depuis 2012. D'accord. Et puis on peut continuer là. Ouais. Hop. Voilà. Et donc là, depuis 2017 et puis toute la période qu'on vient de vivre, donc là, je suis vraiment sur le numérique. Quand je marquais préparer un nouveau cycle, c'était cette préparation. Donc là, je ne suis plus en phase de le préparer. Je vis ce que j'ai préparé avec ce studio fédéral, cette unité de captation. Je vous avais dit, je fais le passé avec la numérisation, le présent avec les captations numériques. Je m'occupe aussi du futur, donc avec les fameuses data. Et là, c'est extrêmement intéressant, quand on est entraîneur sportif, de pouvoir travailler avec une start-up qui ambitionne de devenir un poids lourd du sport mondial. Parce qu'on a quand même une start-up en France dans le milieu du sport qui veut concurrencer les anglo-saxons, les américains, les anglais et les australiens. Et voilà, ces gens-là sont des gens qui ont une volonté et puis des capacités intellectuelles vraiment remarquables. Donc c'est très intéressant de travailler avec eux. Et là, on va essayer d'aller dans des domaines pour lesquels réellement on est à cheval entre le terrain du très haut niveau, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et ça, c'est passionnant aussi. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce qu'on a des concurrents qui font la même chose de leur côté. Oui, bien sûr. C'est l'idée qui est importante pour voir ton parcours. Et puis ce qui est intéressant, c'est ta prospective. Eh bien écoute, on va jusqu'en 2024. Donc là, maintenant, ça s'est balisé. De toute façon, ça va aller très vite. Hein. On y est déjà quasiment. Je vais essayer de monter en puissance sur toutes les réalisations. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à mettre aujourd'hui des gens devant une caméra et à les filmer et faire tout un tas de choses comme ça, faire des analyses à l'aide d'ordinateurs ultra perfectionnés. Bon, c'est assez plaisant. Bah oui, j'imagine, oui, c'est valorisant. Et c'est très nouveau et j'aime bien le fait que j'arrive de nouveau à emmener beaucoup de personnes dans mon sillage. C'est-à-dire que là, je suis en train de trouver des gens qui ont du coup eux aussi envie de tenir une caméra ou qui ont envie de rédiger des bouquins et puis qu'on les publie après ou des choses comme ça. Donc c'est assez passionnant. J'ai fait 2 jours de tournage dans le Nord il y a 3 semaines parce qu'on va faire un document d'ailleurs que vous pourrez récupérer après avec des vidéos avec des gamins qui avaient 11 ans. Et puis voilà, on fait une captation complète d'un document pédagogique. Donc c'est intéressant parce qu'il faut organiser le tournage, faire le tournage. Une fois que le tournage est fait, on fait le montage et puis ça va partir sur le document pédagogique qui va être envoyé dans tous les clubs, toutes les écoles, toutes les universités. Donc c'est passionnant à faire. Oui. Oui, vous avez parlé d'un projet français qui concurrence l'international. Alors toi, tu veux des informations. Si jamais je te l'ai dit, je suis obligé de t'éliminer après. T'es prévenu. Hein. Bah, c'était juste pour savoir le nom, mais du coup, je peux pas le dire. La start-up, c'est MyCoach. Et après ça, le projet qu'on a, il est autour de l'analyse de performance. Voilà, comme tous les sports, il y a des statistiques. Alors la seule info que je vais te donner qui ne t'emmènera pas vraiment quelque part, c'est le fait que quand on regarde des statistiques sportives, ce sont des statistiques objectives. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, un joueur, non, c'est pas toi le footeux, c'est celui à côté. Je ne sais pas quel sport tu fais, toi. Quand un joueur marque un but, c'est une donnée objective. Le ballon rentre dedans, point final, tout le monde l'a vu. Il n'y a pas d'interprétation possible. Par contre, est-ce que c'était bien ce joueur-là qui aurait dû faire ce but-là, qui aurait dû marquer ce but-là? Est-ce que ce joueur-là était en forme ce jour-là ou est-ce qu'il n'y était pas? Ça, c'est des données subjectives. Et aujourd'hui, le champ de bataille,
se situe sur la capacité à objectiver un certain nombre de choses qui ne le sont pas au départ. Ça peut paraître un petit peu confus comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. On travaille avec les ressentis beaucoup maintenant. C'est vraiment devenu le nerf de la guerre. Le ressenti d'un joueur. Donc on a des outils qui nous permettent de poser des questions, par exemple sur l'état de forme. Un joueur qui va vous dire « Lundi, j'ai bien dormi. Mardi, j'ai bien dormi. Mercredi, j'ai bien dormi. Mercredi, j'ai très mal dormi. Jeudi, j'ai bien dormi. Vendredi, j'ai bien dormi. » Donc il a mal dormi une journée. OK ? On passe au deuxième joueur. Lundi, j'ai mal dormi. Mardi, j'ai mal dormi. Mercredi, j'ai mal dormi. Jeudi, j'ai mal dormi. Comment vous objectivez ce truc-là? Est-ce que celui qui dit « j'ai mal dormi tout le temps », il dort vraiment très mal, ou est-ce que c'est son état normal? Est-ce que son état normal par rapport à l'autre qui dit toujours « j'ai très bien dormi », il est au-dessus ou il est en dessous? Tout ça, c'est très subjectif, parce que le ressenti de chaque joueur est différent. Et dans le jeu, c'est un petit peu pareil. Et c'est là où je n'irai pas plus loin, mais dans le jeu, il y a des données objectives qui sont celles qu'on peut observer et interpréter factuellement. Et puis, il y a des données qu'on peut collecter aujourd'hui, et il faut les interpréter. Et c'est là-dessus que se situe le chantier. Pour le sommeil, quand ça peut s'objectiver un minimum, Micro. Pense à ceux qui regarderont le replay. Pour le sommeil, c'est peut-être que c'était juste pour l'exemple, mais ça peut s'objectiver quand on a un capteur ou un truc comme ça, en fonction de... Tu as le ressenti de ce que le joueur te dit, tu as le capteur, mais tu as aussi la fiabilité des capteurs. Nous, on a des accéléromètres au relais. L'accéléromètre, ça permet de savoir la hauteur de saut qui est faite. On s'est rendu compte, par exemple, que si tu mets l'accéléromètre ici ou si tu le mets à la ceinture, il y a 20% de marge d'erreur. C'est énorme. Et là aussi, il faut objectiver le truc. Donc ça passe parfois par des corrections avec des formules plutôt logarithmiques et mathématiques, mais parfois sur le ressenti du sommeil, c'est au travers d'un très grand nombre de collections de données auprès de différents joueurs qu'on arrivera peut-être à déterminer qu'un joueur dort vraiment mal ou que c'est juste une manière de penser de sa part. Et là, je te donne le sommeil parce que c'est un exemple simple, mais prenons le foot, comme ça je ne donne pas d'infos. Tu as le ballon, tu as un joueur A, un joueur B. À qui tu donnes, à quel moment et pourquoi? C'est un processus de décision. Ça, c'est pas du tout objectif, c'est subjectif. Qu'est-ce qui va faire que tu vas lui donner à lui et pas à lui à cet instant-là? Et il y a des quantités de raisons de l'interpréter. Et aujourd'hui, la collecte massive de données, elle permet de créer des modèles qui permettront de dire « lui c'est mon pote, lui c'est pas mon pote, je donne à mon pote ». Ou « c'est mon pote, c'est pas mon pote, mais lui il est meilleur que mon pote. Comme je veux gagner, je donne pas à mon pote ». Deux modèles différents. Et ça, ces processus de décision, là aujourd'hui, ça c'est fondamental. On arrive sur des statistiques comportementales et non pas objectives. Intéressant, très intéressant. Ça rejoint un petit peu les approches. Alors, je ne sais pas si t'en parles dans ce que tu fais, mais le préparateur mental qu'on a eu la semaine dernière est beaucoup sur ces bases de ressenti pour essayer de faire monter en compétence l'athlète, quoi. On y est. C'est-à-dire qu'il y a 5-10 ans, on commençait à se préoccuper de comment collecter les données. Aujourd'hui, on y arrive plutôt bien et on continue de capter de nouvelles données. Là, quand j'entends qu'il y a des joueurs de foot qui avalent des gélules pour qu'on sache s'ils ont bien digéré, ça m'inquiète un peu quand même. Bon, bref. Mais par contre, aujourd'hui, le chantier, c'est ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien de collecter des données, mais si ça ne sert à rien... Oui, l'important, c'est de pouvoir... de faire en sorte qu'il y ait une répercussion sur, sur la Parce qu'on peut compter tout ce qu'on veut, on pourrait compter le nombre de dalles par terre, ça ne nous donne rien d'intéressant. Donc des statistiques comportementales. C'est ça. Voilà, tout un chantier. Un immense chantier qui m'emmènera sûrement jusque bien au-delà de 2024, sauf si tout s'arrête en 2024, une fois que la fête est finie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que nous allons arriver au terme de l'intervention d'Arnaud. Oui, Axel, un basketteur parmi nous. N'hésitez pas, allez-y sur les questions, on est un petit peu en avance. Non, mais c'est parfait, on est carrément dans le timing. Bonjour, Axel Venot, basketteur. Moi, j'avais une question concernant le fait qu'on passe des... vous avez dit que les données en papier du passé que vous aviez, vous les remettez sous forme de données numériques. Est-ce que ça ne représente pas un danger de piratage par une quelconque personne ou pas? Alors, le vol de données
de documents passés. Très honnêtement, déjà, quand je vois j'ai beaucoup de monde qui me demande « mais pourquoi tu numérises ces vieux trucs ?» Déjà, ça c'est une majeure partie des gens. Et quand je leur dis que c'est notre histoire, que c'est notre patrimoine intellectuel et sportif, déjà j'ai l'impression que ça ne fait pas forcément écho. Donc j'ai pas le sentiment que ces données, ces documents, ils aient de la valeur aux yeux de tout un tas de personnes qui sont plutôt dans l'immédiateté de qu'est-ce qui se fait maintenant. Voir qu'est-ce qui se fait demain pour les plus aguerris, ceux qui regardent au-delà du bout de leur nez. Donc j'ai pas le sentiment que ces données-là aient beaucoup de valeur et que je passe beaucoup de temps à le faire. Beaucoup de personnes préféraient que je travaille pour l'avenir plutôt que d'archiver le passé, ce qui peut s'entendre. Voilà, bon après, non, je suis pas très très inquiet. Les documents qu'on a peuvent que nous aider à rayonner s'ils fuitent, quoi. Je ne dirais pas ça des documents à venir. Oui, bien sûr. Forcément. Mais après ça, voilà, tout ce qui est notre passé, notre histoire, c'est important. Là, aujourd'hui, on est à une époque où les réseaux sociaux ont un peu écrasé les sites internet de collecte de données statiques qui n'ont plus tellement le vent en poupe. Or, c'est une question que j'ai posée au président de la fédération il y a quelques jours. Je lui disais, tu te rends compte que 2021, en fait, on a mis notre titre olympique sur tous les réseaux sociaux. Sauf qu'on peut penser que dans 10 ans, Facebook n'existera plus vu la chute libre que c'est à l'heure actuelle. Qu'il y aura sûrement eu 2-3 autres réseaux supplémentaires d'ici 10 ans. Et en fait, tous les endroits où on a parlé de notre médaille olympique sur les réseaux sociaux, ce sera derrière environ 47 927 tweets. Personne ne remontera jusque-là. Donc en fait, les endroits où on va voir parler de la médaille olympique dans 20 ans, je ne sais pas où ce sera. À part si moi je le mets quelque part, sur quelque chose qui est un petit peu gravé dans le marbre. Donc je pense que c'est important les réseaux sociaux, c'est un petit peu l'immédiateté. Et moi, justement, j'essaye un petit peu de distordre le temps en remettant au goût du jour des trucs anciens, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des raisonnements d'il y a 30 ans qui sont toujours valables aujourd'hui, alors que d'autres sont complètement dépassés et terminés. Voilà, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde, mais c'est la même question que quand tu vas dans un musée. Hein. Donc vous pensez que numériquement, c'est plus sécurisé que sous forme papier, au final? Non, je pense que tu peux plus le partager numériquement, surtout. C'est surtout ça. Après ça, la sécurisation, de toute façon, c'est toujours... tu as toujours un train de retard sur le voleur. Et puis, il faut faire coïncider la valeur de ton butin avec le niveau technologique des voleurs. Je ne pense pas que des équipes de hackers de chez Anonymous vont venir pirater ma plateforme, parce qu'ils n'en ont aucun intérêt, ils ont autre chose à faire. C'est toujours pareil, c'est une riposte graduée. Voilà. Bien. T'inquiète pas que les données comportementales sur lesquelles on travaille, il faudra quand même y aller pour aller les récupérer. D'autres questions? Merci, Axel. Non? Alors, 2037, tu nous as mis cette date pour terminer? Normalement, c'est ma retraite, mais c'est ta retraite, ça peut changer dès le 10 avril. D'accord, très bien. Eh bien, on va arriver donc au terme de ton intervention, Arnaud. On va te remercier énormément pour ce partage d'expérience, une fois de plus. Et puis, une fois de plus, ça permet aux étudiants de découvrir un nouveau parcours qui est jalonné. La notion de remise en question est naturellement très, très intéressante. Et tu as recoupé avec les autres intervenants qui sont aussi également sur cette même démarche. Merci beaucoup, Arnaud. N'hésitez pas à aller voir les anciennes interventions, parce que par exemple sur l'environnement sportif, j'ai beaucoup détaillé la toute première, beaucoup plus que là. Sur le parcours de vie et votre capacité à changer de parcours, on avait pas mal insisté sur celle de l'année dernière. Donc j'essaye un petit peu d'adapter chaque fois, le discours n'est jamais le même. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre attention.